Ça, c'est les storyboards de Kirikou, l'un des plus grands succès de l'animation française. Et ça, c'est Michel Oslo, son réalisateur. Et si je suis dans son atelier aujourd'hui, c'est grâce à Louis, le mangaka de Red Flower qui, comme Michel, a grandi en Afrique. En mai 2024, il m'envoie un message. Et moi, forcément, j'ai dit oui. L'idée, un échange entre Louis et Michel dans lequel ils reviennent sur les secrets derrière la réalisation des films. Tu es en train de détruire mon film. J'aimerais que tu partes. Le succès improbable de Kirikou. Tous les longs métrages qu'on faisait en France, de loin en loin, étaient des échecs. L'avis de Michel sur le manga. Ce mot qui est intéressant, que j'ai connu avant tout le monde. Et vous verrez à la fin la proposition folle que Louis fait à Michel, et ça l'a plutôt surpris. Ouais, la question. Voilà. Rebonjour Michel. Bonjour Louis. Oui. Parfait. Merci à toi de nous accueillir ici pour notre échange. Je vais essayer de faire justice à ta carrière, à ton parcours. Mais je pense que la première chose qu'on peut dire, la chose pour laquelle la plupart des gens te connaissent, ça va être le dessin animé Kirikou, dont tu es le créateur, le réalisateur, film qui a bercé mon enfance. J'ai grandi avec et c'est aujourd'hui pourquoi j'avais envie de te rencontrer. Tu n'as pas fait que ça, tu as fait aussi Prince et Princesse, tu as fait Azur et Asmar, tu as fait Dilili à Paris plus récemment, que j'ai découvert du coup à travers les réseaux, et plein de films d'animation courtes sur une longue carrière de maintenant combien de temps ? Une génération. Une génération, ouais. J'avais compté presque 45 ans d'animation Oui, durant on peut lesquels dire ça, oui. Ouais, tu as changé Une grosse pas mal génération. le paysage de l'animation française. Donc merci de nous accueillir chez toi, ça fait plaisir. Et donc voilà, je voulais te raconter une petite histoire, un petit peu comment est-ce que ça se fait qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on en est amené aujourd'hui là. Je traînais sur Instagram où j'ai vu il y a quelques mois un réel en fait qui reprenait l'histoire de Karaba, Karaba la sorcière dans Kirikou, et qui reprenait en fait la double lecture qu'il y avait dans ton film, qui reprenait la sombre histoire de qu'est-ce qui s'est passé pour Karaba, pourquoi elle est si méchante. Et moi, ça m'a choqué parce que je ne me rappelais pas de ce côté-là quand j'étais gosse, quand j'avais vu Kirikou pour la première fois. Et donc, par curiosité, vite, je suis allé re-regarder le film. Et là, j'ai pris conscience, en fait, de tout ce que ça avait été, toute l'influence que ça avait pu avoir pour moi qui avait grandi avec ce film. Et par le plus grand des hasards, quelques semaines après, j'ai rencontré Léo Noël, que tu connais, en convention, et qui m'a dit qu'il avait travaillé avec toi sur Kirikou 3. Donc c'est lui qui t'a envoyé un mail, suite à laquelle j'ai pu te contacter, et j'avais dit j'aimerais te rencontrer. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui ici, pour échanger manga, animation, l'Afrique, plein de sujets. J'ai dit oui parce que je me suis un peu renseigné sur toi, j'ai regardé sur internet des diverses choses, et j'aime bien ton parcours. Merci. J'aime bien ton dessin, j'aime bien tes idées. Donc, je t'accueille volontiers. Merci, ça fait plaisir. Parcours qui est un petit peu, je pense, j'espère, un petit peu similaire au tien, parce qu'on a tous les deux commencé en fait en Afrique, on a tous les deux passé notre enfance en Afrique. Donc, j'ai vu en ligne, tu me corriges si à un moment j'ai une info qui est pas correcte, que tu avais passé ton enfance à Conakry, en Guinée, mais que tu étais rentré à Angers en 1958, après l'indépendance de la Guinée. Oui, juste avant l'indépendance. J'ai vécu les dernières années de l'Empire colonial français. Ouais. À Conakry, c'était la paix absolue. Ouais. Je n'ai des souvenirs que de bienveillance et de beauté. Pendant toute l'Afrique, pour moi, c'est l'école primaire. Ouais. C'est un moment très intense. C'est le moment où on est enfant. Avant, on est un petit peu trop jeune, et après, il y a le collège qui arrive, et c'est fini. Souvenir magique, ma mère pouvait traverser la capitale à minuit pour aller corriger des copies au collège qu'elle n'avait pas fini. Elle ne se faisait pas escorter. Mon frère et moi, on était grands comme ça. On pouvait prendre le train tout seul pour aller à des centaines de kilomètres. Et nos parents avaient complètement... Ils n'étaient pas inquiets du tout. On y allait sans aucune protection, on n'en avait pas besoin. Et les gens autour de nous étaient là pour nous protéger, pas pour nous faire du mal. Ce qui a bien changé aujourd'hui, du coup, parce que en fonction de où on se trouve en Afrique de l'Ouest, on n'a pas du tout cette liberté. Et c'est ça qui m'avait intrigué, en fait, c'est l'Afrique que tu as vécue en tant que gosse. Et de lire le fait que tu sois rentré après l'indépendance, est-ce que l'indépendance du pays a eu un lien avec ton retour en France, ou est-ce que c'était indépendant ?
Non, c'était indépendant. C'est D'accord. simplement que nos parents ont décidé de revenir en France pour l'éducation de leurs enfants. Ouais, L'école primaire, il n'y avait pas de problème. Le lycée, ils pensaient qu'il valait mieux être en France. d'accord. Voilà, et donc c'est 5 ans, mais pour moi, ces 5 ans, c'est toute l'enfance. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené, ta famille et toi, en Guinée, dans un premier lieu? Bah, je pense que j'avais des parents audacieux. Ok. Ils ont eu envie de changer de décor, Ouais. et je continue à le faire avec mes films, changer de décor. Un peu comme les miens, du coup, qui sont rentrés. Moi, je suis né en France, du coup, et on est rentré au Ghana, donc Ah, mais quelle à déception! 2000 km de la Bon, Guinée. alors, le Ghana, c'est quand même l'enfance. Oui, 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 c'est l'enfance, de Jusqu'à mes 4, 5 à 20. À 20 ans, ouais. Je pense que j'ai passé Ah oui, 16 bon, ans c'est énorme. entre le Togo et le Ghana. Ces deux pays ont été Ah, le formateurs Togo pour moi. aussi. 3 ans au Togo pour faire la transition. Du coup, on est rentré au Togo d'abord, le temps que mes parents trouvent une situation au Ghana. Et on a pu rentrer dans le pays de mon père, du coup, le Ghana, où j'ai passé les 14 ans par la suite. Ouais. D'accord. Et, et à la maison, on parlait quelle langue? Ben, ma mère insistait du coup pour qu'on parle français. Donc elle nous imposait le français à la maison pour qu'on conserve les bases, qu'on continue de pratiquer, parce que j'étais éduqué dans une école américaine du coup. Et donc anglais toute la journée. Le Ghana c'est anglophone, c'est entouré de tous Ouais. les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest. Et donc français à la maison, anglais le reste du temps. Donc, tu transmettras mes félicitations à ta mère, parce qu'elle a fait de toi un membre de l'élite mondiale, C'est gentil. c'est-à-dire 2 langues maternelles, sans Ouais. accent. Ouais. C'est extraordinaire. Ma mère et mon père. Hein. Mon père qui est sociolinguiste et qui du coup Il a est quoi? travaillé, il est sociolinguiste. Il a fait son doctorat en sociolinguistique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc l'étude des langues et de la formation que ça a sur la société, l'évolution des cultures et tout. Et le sujet de sa thèse, c'était, enfin, si je peux m'en rappeler correctement, l'impact que le fait de grandir bilingue va avoir sur le développement des enfants et de leur souplesse mentale, de leur curiosité, Ouais, plein de choses. ils sont franchement au-dessus des autres. Non, je dirais pas ça, mais grandir bilingue, en tout cas, ça a beaucoup Mais d'atouts culturels aussi. c'est très important. Ouais. De langue, ça montre aussi la relativité des choses. Ouais. Chaque langue croit être la seule et la meilleure, C'est ça. et puis on peut dire les choses autrement. Quelquefois, on peut très bien traduire, d'autres fois, on peut pas. Est-ce que tu parles d'autres langues, Michel? Moi, comme tout le monde, je baragouine anglais, Ouais. et je flirte énergiquement avec l'italien et l'espagnol. Oh, donc ça fait déjà pas mal. Oui, mais finalement, c'est 3 langues latines. L'anglais est latin à 60%. Mm. Et j'aurais dû essayer quelque chose de plus lointain. Dans tes films, par exemple, on va retrouver, si on peut parler de Kirikou du coup, on va retrouver toute cette culture. Est-ce que la langue va avoir un impact sur la façon que tu as de représenter l'Afrique? Comment est-ce que... Non, pour Kirikou, il n'y a pas de langue particulière. On parle comme on parle. Mm. Ouais. Il se trouve que c'est un film français et que j'écris très bien le français. Donc tout est en français. Et il se trouve aussi que le français et l'anglais sont des langues africaines aujourd'hui. Oui. C'est des langues Oui, africaines. oui. On l'apprend des petits, et ça permet aussi des communications entre des groupes qui ne parlent pas la même langue. Avec le bien et le mal que ça a apporté. Oui. Parce que Pardon, coup, je reviens ouais. à la question sur la langue. Pour Kirikou, c'est une langue neutre. Quand on double le français, Ouais. il faut avoir aucune trace de français dans le doublage. C'est la langue du pays où on est, où on montre le film. J'ai dirigé moi-même le doublage anglais, et je l'ai fait comme pour le français. Je suis allé en Afrique, à un endroit. D'abord, je suis allé pour le français à Dakar, où on parle très bien français, mais avec un petit accent, Ouais. ce qui fait que ça donne un goût au film qu'il n'aurait pas. Une petite, Et j'ai fait la même chose pour l'anglais. Je l'ai enregistré à Johannesburg avec des comédiens noirs. Et pour ces 2 langues, qui sont aussi des langues africaines, il y a un petit accent africain. Pour les autres langues,
interdiction d'un accent africain, parce D'accord. que ça ferait émigrer. Ouais. Et là, il faut que tout le monde soit dans le village de Kéritou. C'est notre village, c'est notre petit frère. Il n'y a pas d'étrangeté. Je pense que ça aurait fait tâche. Parce que la langue m'intéresse, Ouais. mais là, je ne traite pas ce sujet dans Kérikou. Ouais. C'est un d'autres films, oui. Il y a la conscience d'autres langues est très présente. Ok. Par exemple, du coup Azur et Asma, ouais, c'est bilingue français-arabe, ouais. et l'arabe sans sous-titres. Mais du coup, ça permet vraiment de se plonger dans l'univers et ça permet une certaine immersion du coup dans Kirikou, qui m'a rappelé, parce que récemment, j'ai redécouvert l'œuvre Aya de Yopougon, que tu dois connaître certainement, et tout le jargon local qui est intégré dans l'œuvre, qui permet justement de se projeter dans cette ville de Côte d'Ivoire. Je l'ai retrouvé dans Kirikou. Donc, dans Kirikou, c'est juste le village de tout le monde et le petit frère de tout le monde. Il n'est pas noir, il est normal. Ouais. Donc il est différent de mes autres films. Okay. La langue n'intervient pas. Kirikou, c'est ton premier court-métrage, du coup. Long métrage, pardon. C'est ton premier J'écoute ce que tu dis. Hein. Oui, merci. Faut me rattraper. Pourquoi ce choix de raconter, du coup, une histoire africaine pour ton premier long métrage ? Quand j'étais petit, j'étais noir, et il était normal que je fasse un film africain, puisque j'ai eu une très belle enfance. Non seulement j'ai eu la chance d'avoir une enfance africaine, mais j'ai eu aussi une enfance française. C'est-à-dire que pendant l'année scolaire, j'étais à Conakry, et pendant les vacances d'été, j'étais sur la Côte d'Azur, la mer et la montagne. Ouais. Ce qui fait que je n'étais jamais déraciné. Des gens ont dit « Ah, vos parents étaient expatriés ». Ils n'étaient pas expatriés du tout. Ils étaient là où ils voulaient être. Et moi, j'étais bien à Conakry et à Nice. Ok, donc tu avais 2 maisons, 2 chez toi. Oui. Où tu te sentais à l'aise dans les 2 contextes, les 2 cultures. J'étais très, très à l'aise dans les 2 contextes. Et 2 contextes qui ne se connaissaient pas. Et moi, je les connaissais et j'étais à l'aise. C'est un très bon début. Ça m'amène à une question que je voulais te poser, qui revient assez souvent aujourd'hui quand on parle de dessins animés, de culture, de manga, de BD, en lien avec l'Afrique ou des cultures noires ou d'ethnicités différentes. Un sujet qui revient souvent, celui de l'auteur qui raconte l'histoire. Aujourd'hui, on me dit souvent, par rapport à mon travail, qui va traiter de l'Afrique aussi, que c'est bien que ce soit moi qui le fasse, pour la représentation, pour la présence noire dans les dessins animés ou quoi. Et ce que je réponds souvent, moi ce qui me tient à cœur, c'est plus la sincérité de l'histoire. Et donc je te cite souvent quand on me pose cette question, je dis mais regardez Michel Oslo, c'est un homme blanc mais qui a grandi en Afrique et qui a donc toute cette culture, qui a eu son enfance, et comme tu viens de le dire, tu étais noir quand tu étais gosse. Par rapport à ton travail, c'est quoi la chose la plus importante quand on raconte une histoire en lien avec une culture différente, l'Afrique ici pour le coup? La culture est différente, elle n'est pas toujours très différente. Il s'agit d'êtres humains et qui en général ont un papa, une maman, des grands-parents. Ils ont un cœur, un cerveau, un sexe, et tout ça c'est pareil. Et la seule voix que j'ai conservée dans les 3 Kirikou que j'ai fait, c'est Awa Sensar, une comédienne sénégalaise, une femme noble que j'aime beaucoup. Alors, chaque fois qu'on est interviewé ensemble, les journalistes lui demandent « Est-ce que Michel a trahi l'Afrique ?» Elle dit « Mais il n'a rien trahi du tout, il a fait une histoire humaine. » Et j'aime bien cette réponse. J'aime bien qu'on dise que j'ai compris l'âme africaine, mais l'âme africaine, c'est l'âme de l'humanité. Le début du film, c'est l'Afrique. Et je n'aurais pas osé tout seul ce début sensationnel, génial, qui vient d'un conte africain. Mère, enfante-moi. Ça m'a électrisé tout de suite. Et jusqu'à l'enfant, tout petit, tout nu, qui aide son oncle à se défendre contre une sorcière, c'est le début d'un conte africain. Le reste, c'est mon invention. Ok.
Cette Mais première un grand-père, phrase, c'est international. J'ai rajouté le grand-père. ouais, J'ai imaginé les fétiches pour diverses raisons. ouais. Donc Les l'archétype piles du sage, empoisonnées il aussi. n'était pas présent dans le conte d'origine. Pardon? L'archétype du sage dans la Non, montagne, il n'était pas à la il base. n'était Tu l'as pas. rajouté. Ok, d'accord. Je vais revenir sur cette première petite phrase, la mère enfante-moi. J'ai adoré cette phrase parce que dès le début, dès l'ouverture, on a les sons des tam-tams, on est immersé dans cet univers, bon, pour certains étrangers. Mais cette première phrase, pour moi, avait tout le charme de Kirikou et plus tard de ton œuvre, par exemple. Quand j'ai découvert récemment Dilili à Paris et j'ai trouvé que le premier son, après que tu nous aies mis le contexte quand on zoome sur la première scène avec Dilili et sa famille, Dilili, cette voix chantante, euh, elle avait tout son charme, elle nous plongeait dans l'univers. Et donc, je voulais savoir, quand on raconte un conte, quand on met un conte en animation, euh, les dialogues de tes personnages, je trouve, ont ce charme, cette qualité toute particulière. Comment est-ce que tu travailles tes dialogues? Comment est-ce que tu travailles l'écriture de Kirikou, par exemple? En gros, je travaille pas. Beaumarchais disait: je n'ai aucun mérite à écrire ces dialogues, c'est les personnages qui me les dictent. D'accord. Et c'est exactement ça. Les personnages me dictent, Kirikou il sait ce qu'il veut, et j'écris sous sa dictée. L'écriture pour moi n'est pas un travail, c'est les vacances. D'accord. Et surtout le dialogue. J'aime beaucoup écrire des dialogues, et il y a beaucoup d'auteurs qui disent que ma vie est difficile, que je souffre en écrivant, mais pas moi pas. Je suis à l'aise et j'écris volontiers les dialogues. Mm. Ça vient naturellement, c'est pas un travail. Je te rejoins volontiers là-dessus parce que je trouve que les personnages, l'écriture, c'est ce qui me vient le plus facilement aussi. On est souvent surpris parce que le personnage a envie de faire et des fois on se retrouve à réécrire le scénario parce qu'un personnage a dit quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui nous emmène sur une piste qui n'était pas prévue. Et après vient tout le travail, du coup c'est là où on est au travail, ça va être le dessin Oui, et dans ton cas ça va être la réalisation en fait. Le dessin, le boulot commence là. Ouais. Il faut vraiment se retrousser les manches et s'y C'est mettre. ça. Et quand c'est, comme toi, quand c'est seul tout le temps, Mm. au bout d'un moment, ça pèse. Et dans mon cas, donc l'écriture seule dans le silence, ça me va. Ouais. C'est ça que je veux. Ouais. Ensuite, le dessin de tous les personnages, c'est du boulot. Mm. C'est seul, et là, la solitude commence à me peser. Et faire mes 8 heures par jour, c'est pas évident. Mm. Donc 8 heures par jour, une journée type Bon, oui. de dessin, ouais. Okay. Et puis ensuite, il y a le storyboard, Ouais. et je mets 1 an, là aussi, tout seul. Et après, des gens arrivent et je suis bien content. Oui. Et il y a toute une grosse équipe. Ouais. Et c'est là la première différence. Je ne connais pas du tout comment on tourne un film de cinéma d'animation, un dessin animé. Le manga, on est vraiment seul de A à Z. Au Japon, ils bossent avec des assistants. Mais du coup, moi, j'ai bien aimé ce format justement pour la maîtrise de tous les domaines. Je fais tout seul de A à Z. C'est un bon choix. Parce que quand on fait de la bande dessinée et qu'on a du talent, on prend une feuille de papier, un crayon et on fait un chef-d'œuvre. Si on veut faire du cinéma et qu'on n'a pas d'argent, on fait rien. Donc voilà, ça, Donc pourquoi le cinéma tu as eu raison de commencer comme ça. Raison, je sais pas, le choix c'est un peu imposé à moi, hein, c'est pas vraiment moi qui ai choisi le format, mais je me demandais pourquoi toi tu t'étais tourné vers le cinéma d'animation, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ça, contrairement à peut-être la BD qui était déjà, la France, c'est le grand pays de la BD. La BD était totalement. Pourquoi pas se tourner vers la BD à la mode et active. C'est aussi venu par mon enfance heureuse. On était 4 enfants. On n'avait pas la télé. C'est une grande chance de ma vie. Donc la télé, c'était moi. Okay. Et j'étais toujours actif. J'ai toujours dessiné, colorié, découpé. J'ai fait jouer mes frères et sœurs. Genre des jeux. Donc j'aimais bricoler. J'aimais faire des petits cadeaux bien enveloppés, décorer la maison pour les fêtes. Et tout cet ensemble
m'a conduit au cinéma. J'avais besoin de tout. Tout m'intéressait. Et pendant l'adolescence, j'ai fait toutes sortes de choses. Et les gens raisonnables me disaient, tu sais, un jour, il faudra que tu choisisses. Et bien, j'ai pas choisi, j'ai tout gardé. En faisant du cinéma d'animation, je peux traiter de tous les sujets. Et sans que les gens se méfient, ceux de l'animation, alors que je traite de sujets énormes. Et puis, donc, n'importe quel sujet, je peux être dessinateur, peintre, sculpteur, danseur, chanteur, polyglotte, etc. J'ai droit à tout. Et il y a aussi le fait que je travaille avec des gens. D'abord, je travaille seul. Et c'est une vie particulière. La solitude féconde. Et ensuite, je travaille avec des gens. C'est-à-dire, il y a aussi un sport. Travailler avec des gens, faire en sorte que les gens s'entendent bien ensemble et qu'ils fassent du très bon travail. Il y a aussi un budget à respecter. S'il n'y a plus d'argent, on ne fait plus rien. Donc, je fais attention au budget. Il y a aussi une date de livraison parce que quand les choses sont bien faites, ce qui est le cas, en général dans mon cas, grâce au producteur, quand les choses sont bien faites, le producteur, avant de commencer toute production, trouve des distributeurs. Distributeurs pour la France, distributeurs pour l'étranger. S'il ne les a pas, il ne fait pas le film. Donc ça, c'est une chose que je ne sais pas faire. Et ça fait partie de ma vie. On trouve d'abord des distributeurs et qui payent pour me distribuer et qui payent tout de suite. Ce qui permet de commencer le film. Et la distribution, c'est aussi un travail à temps complet et particulier. Il faut être au courant de tout ce qui se passe, de tous les autres et à quelle date. Et une fois qu'on a décidé de travailler ensemble, la date est à peu près décidée, la date de livraison est décidée pour savoir dans quel calendrier on se met. Donc pour Kirikou, par exemple, tu as eu cette idée, tu l'as écrite, et comment est-ce que le projet y naît? Comment est-ce que tu démarches les producteurs pour faire naître... Kirikou, c'était un premier long métrage pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne savait pas comment on faisait. Des distributeurs, il n'y en avait pas. De toute façon, personne ne voulait distribuer. Ça se faisait pas en France Quand j'ai parlé de mon projet, on m'a dit c'est un mauvais projet. L'Afrique, ce n'est pas vendeur. Donc, ça partait très mal. On a eu du mal à faire le film. Et quand il a été terminé, on n'a pas trouvé de distributeur. Parce qu'on savait que ça serait un échec. Tous les longs métrages qu'on faisait en France, de loin en loin, étaient des échecs. On en entendait parler, peu parler. Quand on en parlait, c'était quand même pas des opérations financières satisfaisantes. Donc, on savait que les Français ne savaient pas faire un long métrage d'animation. Ça serait un bide garanti sur facture. Donc, aucun distributeur ne voulait distribuer un bide. Et c'est un petit distributeur de province, pas de Paris, qui était intéressé par le film, qui n'avait pas d'argent, comme tout le monde. Mais là, c'est un conte de fées que je vous raconte. Personne ne voulait de ce film, et il a dit, c'est un film qui peut marcher avec le bouche à oreille. Et il connaissait, dans le territoire français, des petits cinémas, avec des directeurs ou directrices de cinéma qui aimaient le cinéma. Il était basé où, ce producteur? À Lyon. À Lyon. Marc Bonny, on peut le citer. Donc, il a réuni ces gens, leur a montré le film et leur a expliqué on n'a pas d'argent, il n'y aura pas d'affiches dans les rues, il n'y aura pas de bande-annonce, il n'y aura pas d'annonce presse. Et ce qui nous reste, c'est le bouche à oreille. Il faut que vous soyez courageux et que vous gardiez le film alors qu'il semble n'avoir aucun succès. Donc ce monsieur Marc pour Bonny... que le bouche à oreille ait le temps de se faire. Et tous ces héros du cinéma français ont gardé le film alors qu'il n'avait pas de succès. Donc la première semaine, il y avait
évidemment très peu de monde. Ouais. La deuxième semaine, il y en avait plus. La troisième semaine, il y en avait plus. La quatrième semaine, les cinémas étaient pleins. La cinquième semaine, on faisait la queue dehors. Incroyable. Et ça, c'est une histoire française. Ouais. Quand je la raconte à l'étranger, on me dit, mais ça ne peut pas arriver chez nous, c'est pas possible. Et là, on a la chance d'être dans un pays qui aime le cinéma. Et il n'y a pas seulement des producteurs et des distributeurs, il y a aussi un public. Il y a aussi les directeurs de cinéma qui sont là parce qu'ils aiment le cinéma. C'est un conte de fées. Et ce film dont personne ne voulait, que j'ai fait en luttant contre les producteurs, est devenu un vrai succès mondial. Ouais. Et tout le monde a senti que Kirikou, c'était lui ou elle. Ça marche aussi très bien avec les filles. Récemment, j'ai reçu un courrier d'un papa de l'Alaska, et ses petits-enfants tout roses et blonds, ils sont persuadés qu'ils sont Kirikou. Oui, voilà, c'est un petit peu un conte universel en fait. Je m'étais jamais posé la question quand j'étais gosse du fait de la couleur de Kirikou. Tout ce que je voyais, c'était un gosse impétueux, curieux de tout, très vif, très espiègle. Et tous les gosses quasi peuvent se projeter là-dedans et tout le monde peut vivre cette histoire. C'est juste un vrai enfant. Et Kirikou, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de difficultés, non seulement avec les producteurs financièrement, mais aussi au niveau de la réalisation. Et c'est là où je suis vraiment curieux du coup de ce processus de collaboration. Est-ce que c'est pas trop pesant pour toi de devoir batailler pour insister que ton œuvre elle sorte telle que tu l'as dans ton esprit? Ça a été très dur presque tous les jours. Je vais citer un autre nom, Didier Brunner, c'est celui qui m'a dit « Arrête de perdre ton temps avec la télévision, écris-moi un long métrage ». Et une semaine après, il avait le scénario de Kirikou. C'est grâce à lui qu'on a Kirikou, on doit le remercier. Oui. Alors, il a trouvé le scénario bien. Je lui ai montré aussi le dessin de toutes les femmes du village. Il n'a eu aucune objection. Mais ensuite, il a fallu s'allier avec d'autres producteurs pour trouver de l'argent un peu partout. Donc, on en a trouvé au Luxembourg et en Belgique. En fait, tous mes films sont un peu belges. Merci la Belgique. Merci la Belgique. Plus toutes sortes de personnes autour des producteurs. Et petit à petit, tout le monde s'est persuadé que j'étais mauvais à tous les étages. Qu'il fallait changer le titre qui était trop simple, le dialogue qui n'était pas assez africain, les dessins des personnages qui n'étaient pas animables, le storyboard qui était débile primaire. Et évidemment mettre culotte et soutien-gorge. Ouais, ok. Enfin tout, il a aussi non pas d'enregistrement des dialogues en Afrique. Le public n'aime pas les accents et il faudra sous-titrer. Ensuite, non pas la musique en Afrique. On le fera très bien à Paris. Ça sera vite fait, bien fait. La musique n'a pas de couleur. Mais j'ai obtenu Youssou N'Dour. Oui. Donc, on a enregistré la musique à Dakar, réellement, et le dialogue à Dakar. Et donc tout ça, c'est toi qui as insisté pour que ce soit fait comme ça? Ah oui, c'était non au départ. Et j'ai dû dire non plusieurs fois, enfin continuellement. Et à certains moments, il y a eu un bon storyboarder qui a été engagé pour refaire mon storyboard. Et donc, il a refait quelque chose. C'est très bien dessiné, avec des placements de caméra étranges que je ne fais pas, des ombres propres, des ombres portées. Et tout ça strictement pas réalisable avec le budget qu'on avait. Ah, donc quand tu dis un bon storyboarder, c'est quelqu'un qui t'a été imposé par les autres producteurs. Voilà, mais quelqu'un qui avait le titre de storyboarder et qui en avait déjà fait. Le bon était un peu entre guillemets, mais il était pas mauvais dans son domaine. Oui, même peut-être un peu trop ambitieux. Et je voyais qu'il était en train de détruire l'innocence de mon film, la compréhension immédiate. Là, déjà, on ne comprenait pas. Ça a commencé avec la caméra qui allait vers la case, comme je l'avais fait dans mon storyboard à moi. Mais c'était au ras du sol. Et il y avait déjà
un gravier qui était plus grand que la case. Ouais. Et là, ça, c'est pas bon. Ouais. C'est pas ça que je voulais. Et puis un jour, je me suis assis en face de lui et je lui ai dit, tu es en train de détruire mon film, j'aimerais que tu partes. Alors il est resté un moment silencieux et il a dit, d'accord, il est parti. Et on ne l'a plus jamais revu. Ça aussi, c'est un peu un conte de fées. Et que j'arrive à dire ça, parce que je suis un gentil Ouais. qui ne sait pas dire des choses comme Ouais. ça. Mais là, c'est une destruction. Il le savait pas assez. C'était entre lui et ton travail, au final. Donc, on est revenu à mon storyboard débile, Ouais. qui a fait peur à tous les producteurs. Et là, tout le monde a compris. Et on montre ce film. Enfin, il y a des parents, plusieurs parents qui m'ont dit votre public commence à 1h30. On met un enfant de 1 an et demi devant l'écran et il reste. Ah, okay. J'étais étonné. Au début, sur les affiches, il y avait écrit à partir de 5 ans. Ouais. Mais moi, j'avais fait à partir de 7 ans. Ouais. L'âge de raison, Ouais. parce que je disais tellement de choses dans Ouais. ce film, je voyais à partir de 7 ans. Alors je me suis dit, c'est salaud de vendeur et il trompe le public, c'est 7 ans, c'est pas 5 ans. Et puis je me suis trouvé dans une salle pleine d'enfants de 5 ans qui ne bronchaient pas, qui riaient quand il fallait, qui retenaient leur souffle quand il fallait. Et à la fin, pendant le générique, ils ne bougeaient pas. Ouais. Ouais. Ils restaient dans le film. Et puis j'ai vu des plus jeunes, et puis je me suis dit, je me suis trompé, et j'ai été étonné. Et puis plus tard, à mesure que les années passaient, j'ai analysé, et j'ai réalisé que les enfants, ils sont habitués à ne pas comprendre. Quand tu es petit dans une maison, tu ne comprends rien, tu ne comprends pas la discussion des parents. Enfin, ils comprennent plus qu'on ne pense, mais ils comprennent peut-être différemment aussi. Non, quand tu es enfant, il y a des choses que tu comprends, il y a des choses que tu devines, il y a des choses que tu emmagasines et que tu ne comprends pas encore. Et j'ai compris ça, et j'avais eu tout... Je le savais plus ou moins, mais pas à ce point, puisque j'avais mis la limite à 7 ans. De tout temps, dans mes films, mes courts-métrages avant, je m'appliquais à faire des bons dialogues, à utiliser les bons mots. Les gens me disaient régulièrement, mais ça, l'enfant ne va pas comprendre. Je disais, mais c'est pour ça que je le mets. C'est pour qu'il apprenne des nouveaux mots. Si je fais ce que vous me dites, l'enfant sera débile jusqu'à 70 ans. J'avais lu une étude comme quoi un des derniers instincts qu'a l'humain, c'est de parler avec un niveau de langage juste au-dessus de ce que l'enfant a en termes de capacité. Quand on parle à un gosse de 7 ans, on va lui parler avec un vocabulaire qui est le sien, avec juste un peu plus. Et que c'est ça qui permet en fait aux enfants de progresser et de ne pas rester à leur niveau. C'est qu'on les met au défi d'apprendre des nouveaux mots, des nouvelles phrases. De toute façon, il faut faire même beaucoup plus. Et il y a beaucoup de choses qu'on devine. Et les mots avant et après, des mots qu'on comprend, permettent de deviner la signification du mot entre les deux. Il n'y a aucun problème. Et en effet, les mots recherchés que j'utilise, les enfants sont très contents de les avoir. Parce que tu as vu, le garçon des figues, c'est un court-métrage en silhouette. Celui qui va voir la pharaone pour lui offrir ses figues dans Prince et Princesse. Et là, j'ai fait la liste de tous les adjectifs de la délectation. Et ça, je les enfants sont enchantés. Exquise, quand j'étais gosse, exquise, délectable, succulente. Et c'est mais vrai tout le monde est est content. Et j'avais appris 2-3 mots nouvellement à cette époque-là. Et on parlait de ma mère, mais elle m'a dit de pas te le dire, mais elle avait passé tes films dans notre classe. Elle les utilisait comme sujet d'apprentissage à l'école. Elle était prof de français. Et donc, on a étudié en long, en large Kirikou, Prince et Princesse. Mais elle avait peur que pour les droits d'auteur, elle disait non, on ne lui dit pas. Mais quand même, je voulais... non, là, les droits d'auteur, c'est...
Je suis là, en effet, pour faire du bien Ouais. et pas pour devenir riche. Et au-delà justement du vocabulaire et tout, ce qui m'avait marqué, parce que je ne savais pas que Prince et Princesse c'était de toi en fait. Pour moi, le style graphique était tellement éloigné de Kirikou. Pour moi, on étudiait deux œuvres différentes. Mais après, voilà, en découvrant les contes, c'était Mille et une nuits ou Mille et un contes que tu avais Non, il y a eu Princes et Princesses Ouais. et les Contes de la nuit. Et la conte de la nuit, voilà. On retrouve ce style graphique qui est hyper lisible, qui est très théâtral. Donc tu dis storyboard débile, mais non, c'est une clarté de composition, c'est une simplicité des cadrages j'ai bien qui rend conscience. la chose hyper accessible et c'est ce que je trouve incroyable. J'ai vu que tu avais fait du théâtre. Est-ce que tu te sers un peu de Pardon ? J'ai vu que tu avais fait du théâtre dans ta jeunesse. Oui. Est-ce que tu te sers de cette expérience du théâtre dans ta composition, dans ta façon d'aborder le récit quand le storyboard est fini, on le scanne et on en fait un film. Donc on voit le défilé des images fixes à l'allure du film qui va être fait et avec tous les dialogues. Et c'est le moment où on fait réellement un montage cinématographique. C'est là où on juge quand c'est trop long, trop court, on change, on accélère, on ralentit, on rajoute quelque chose, on enlève quelque chose, on change peut-être un bout de dialogue. Et dans la première version, c'est moi qui fais tous les rôles, y compris la petite princesse. Tu joues les personnages ? Ah oui, je me donne complètement. Je suis installé dans le coin, devant une couverture pour qu'il y ait un bon son. J'ai aimé faire du théâtre, j'ai aimé faire de la diction, réaliser qu'il faut faire un petit effort pour bien parler. Notre diction a tendance à être approximative, ne pas aller au bout de la consonne, aller trop vite, avaler une syllabe. Il y a un petit effort à faire. Et c'est une bonne découverte. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de théâtre et j'ai aimé ça. Et là, je me régale à jouer tous les rôles en me défonçant à chaque fois. Et ensuite, on le monte. Et ce qui est bien, c'est que je vois si on peut les dire ou pas les dire, mes dialogues. C'est une vérification. Alors, mon grand charme en tant que comédien, je suis gratuit. Oui. Donc, je m'appelle quand ça va pas, voilà. Allez, j'en refais. Pas de négociation Mais ensuite, de contrat. Quand le film est terminé, entre guillemets, je sais à quelques secondes près la longueur du film, tout est décidé. Je montre mon animatique, c'est comme ça que ça s'appelle, je montre l'animatique aux comédiens qui disent c'est très bien, t'as pas besoin de nous expliquer, on sait ce que tu veux. Donc ils entendent ma version. Ensuite, ils font la leur, mais ça n'est jamais du doublage. Ils sont comme au théâtre, ils ont le texte, et l'image arrive après. Ils sont libres devant le micro. Ok. Donc il y a une version de Kirikou, c'est toi qui fais toutes les voix ? Karaba, les fétiches, le vieil homme. C'est une question... Eh bien, je ne sais plus. Bon, après Kirikou, je sais. Il y a toujours l'animatique et mes voix dans Kirikou. Moi, ça m'avait intrigué. Il faut que je fouille. Peut-être qu'il y a une version, mais ça serait amusant parce que, drôle, en gros, tous mes films, je les ai joués. Un jour, il faudrait faire un doublage du film terminé et mettre ma voix à la place. Interprété par Michel Oslo, toutes les... Pourquoi pas. Ça m'avait intrigué parce que j'avais fait pas mal de théâtre et je ne m'étais pas rendu compte que dans ma composition du manga aussi, ça avait eu un impact. Ma sœur, qui est une très grande joueuse de théâtre, qui a hérité de tout le côté musical, elle joue de plusieurs instruments et tout, avait lu pour la première fois Red Flower et elle me dit mais ça se voit que un des réflexes que j'ai du théâtre, c'est du coup de jamais faire tourner son dos au public, en fait, de toujours être ouvert. Et donc, par exemple, si mon public il est à gauche, dans ma composition, je vais essayer de faire en sorte que mes personnages prennent pas quelque chose de la main gauche, parce que du coup, ils se ferment au public, et je trouve ça moins engageant pour le lecteur. Et je voulais savoir, est-ce que tu fais gaffe dans ton storyboard? Est-ce que tu as en tête le spectateur, le public, quand tu composes tes images? Je travaille pour moi et pour le public. S'il n'y avait pas le public, je ne ferais probablement pas de film. Tu raconterais s'il n'y avait pas de public? Est-ce que tu racontes pour toi? Est-ce que tu racontes pour le public? Je ne fais que des choses qui me passionnent au moment où je les fais.
c'est une passion personnelle, mais je pense au public. Je veux toujours être compris immédiatement. Je n'ai jamais fait de film pour les enfants, mais je pensais aux enfants qui étaient au milieu des autres. Et donc je faisais attention et de ne pas les choquer et de leur faire comprendre à peu près tout. Mais là, ça te concerne un peu, mais comme dans le manga, on met le point de vue dans tous les sens, peut-être que c'est pas dans ta longueur d'onde. Mais alors, la chose que je fais, c'est ce qui a fait peur aux producteurs. Je fais simple. Je ne tortille jamais du derrière. Je vais droit au but comme Kirikou. Je réfléchis un peu et puis ensuite j'y vais tout droit. Jamais je ne montre à droite le personnage qu'on vient de voir à gauche. C'est quelque chose qu'on fait continuellement et souvent en vue réelle. C'est-à-dire que le cerveau doit faire un petit travail avant de comprendre ce personnage qui est à droite. En fait, c'est celui que je viens de voir à gauche. Et moi, je ne le fais jamais. Et je fais en effet du théâtre. Il y a le spectateur est dans un fauteuil d'orchestre et ce qui est à gauche est à gauche, ce qui est à droite est à droite. Jamais je ne mets la caméra de l'autre côté, sauf si c'est absolument nécessaire et bien justifié. Alors évidemment, je mets quelquefois au lieu de la caméra tout droit, une là pour les dialogues. Je fais aussi une caméra qui suit le personnage en déplacement, mais jamais je ne change la droite et la gauche. Mais on a beaucoup de ça dans le manga, parce que les premiers mangas, quand tu regardes un petit peu Osamu Tezuka et les précurseurs du manga, c'était inspiré directement des codes du cinéma, en fait. Osamu Tezuka. Tu connais Astro Boy? Non, je peux te le dessiner, mais je ne le connais pas. Tu vois le personnage. Donc, oui. L'auteur d'Astro Boy était un passionné de cinéma, de films, de dessins animés, et donc a essayé de retranscrire sur papier ce qu'il avait vu à l'écran. Ce qui fait que ses premières compositions, ses cadrages sont extrêmement clairs, très lisibles, et aujourd'hui, ça évolue, on a des artifices, un petit peu comme toi et le storyboarder qui voulait rajouter des plans, qui complexifiaient la chose, et je pense que je suis un peu plus de ton avis, que simple, c'est mieux, et que si on commence à faire des cadrages un petit peu en virevoltant partout, c'est peut-être qu'on essaie de cacher que peut-être la scène n'est pas très claire, ou en tout cas, c'est pas nécessaire pour moi, pour la compréhension de l'histoire. Moi, ça me déplaît. Je trouve que l'auteur n'a pas confiance en lui. Et il rajoute du ketchup. Et je ne veux pas qu'on rajoute du ketchup. Je ne rajoute jamais de ketchup. C'est ça. Simple, c'est mieux. C'est ce qui m'a attiré dans le dessin et surtout dans le manga, parce que je ne suis pas très fan de couleurs, même si j'apprécie beaucoup les couleurs quand elles sont bien faites. J'aime pas dessiner avec la couleur parce que pour moi ça en rajoute trop, et l'élégance pour moi de juste du noir et blanc, la simplicité de la ligne. Et l'élégance, c'est le mot juste pour décrire le trait noir sur du papier blanc. Je me rappelle une fois, j'avais fait un très beau dessin d'une dame qui faisait sa promenade au bois, et à la place d'un toutou, elle avait un rhinocéros, et puis elle rencontrait un monsieur qui avait lu un petit toutou et il se saluait, et je l'ai fait en noir et blanc, et c'était d'une élégance, d'une ironie, et puis je l'ai mis en couleur avec toute la subtilité que je connaissais, et puis il n'y avait plus de vent dans les voiles, c'était fini, l'enchement de l'élégance suprême n'y était plus. Donc attention aux couleurs. Ouais. Il y a des endroits où je trouve ça pertinent. Par exemple, si on peut revenir à Kirikou, les couleurs, elles jouent un rôle primordial. Il faut absolument... J'ai eu beaucoup de plaisir, y compris les couleurs du corps. Au début, je pensais faire une image très graphique, 1925, des personnages noirs, de couleur noire, dans une image diurne, tous les bijoux et les vêtements étant diurnes, et ça aurait été très chic. Presque un peu du travail de silhouette ou pas? Comment? Presque un peu du travail de silhouette? Ça ressemblait à silhouette, mais l'ensemble était diurne. Simplement, je peignais les personnages en noir absolu. Et le producteur m'a dit: mais essaie de faire une image normale, qu'on arrive à le vendre, ce film.
Alors, j'ai analysé et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est que bon, il faut que je lâche les cordons ombilicaux. Ouais. La silhouette noire, je sais la faire, Ouais. mais il faut pas faire que ça. Ouais. Et allez, je coupe le cordon et je fais tout autre chose. Et je n'utiliserai pas le noir pur et je vais faire du tracé gouaché comme Walt Disney. Donc j'étais pas très, très content de faire comme tout le monde et de faire un bébé mignon colorié. Ouais. Mais j'ai eu un tel plaisir tout à coup. C'est la seule fois où j'ai écouté un producteur. Ok. Pour le reste, c'était non. Et peut-être Mais que t'as alors, bien le fait, plaisir que j'ai eu, c'est tout à coup de mettre de la couleur sur les corps Ouais. et des couleurs différentes sur les corps, d'harmoniser le pagne. Puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis à vivre et tu avais du goût pour ces êtres humains. Ouais. Et tu avais envie de les toucher. Là, quand je suis ravi quand une mère de famille me dit oh, j'aimerais bien donner des petites tapes sur le derrière de Kirikou. Et je me dis là, j'ai gagné. Ouais, c'est voilà. ce que je voulais. Et voilà. Et donc, ces couleurs, c'est un bonheur. Alors là, je viens de dire du mal de la couleur, parce que l'élégance, c'est le noir et blanc. Non, il faut qu'elle soit mais nécessaire. là, c'est autre chose. Il y a le dessin et la peinture. Ouais. C'est des deux zones différentes du cerveau. La peinture, c'est bien. Et avec Kirikou, j'ai fait des décors magnifiques et des humains magnifiques. Ouais. Le fait qu'ils avaient en plus chacun sa couleur. Oui. Tous les personnages avaient une teinte différente. À mesure que je mettais ces couleurs, je jubilais et je me disais mais dire que j'ai failli ne pas les mettre en couleur. Ouais. Tu penses que ça aurait eu un... Pardon, une petite anecdote. Comme tout ce que je décidais était mauvais, on m'a dit tu pourrais pas éclaircir un peu les peaux. Ouais. Je les ai assombris. Ouais, ok. Parce que tant qu'on fait un film africain, il faut être africain. Non, il faut assumer. C'est toi qui voulais lutter. C'est l'Afrique dont tu te rappelais, du coup. Ah bah Il oui. n'était pas question de diluer. Ou, ouais. Mais au final, je trouve que du coup, les personnages vraiment sombres, par contraste avec le décor hyper coloré et vibrant, et je pense même que le traitement de la couleur est différent. T'as des dégradés, ils ne sont pas traités pareil. Ça permettait cette lecture, cette lisibilité. Oui, c'est un supplément de clarté de l'image. Le traitement des personnages n'est pas le même que le traitement des décors. Et j'ai vu que c'était pas la première fois, enfin c'était la première fois pour le coup, mais c'était pas la seule fois que tu l'as fait, parce que j'ai découvert avec surprise Dilili à Paris, qui du coup sont sur des décors photographiques. Oui. Et je pense même un petit peu de mélange, parce que c'est des bâtiments fantastiques. C'était pas que des photos du en Paris. gros, c'est réellement des photos que j'ai prises. Ouais. Mais par exemple, la maison de la comtesse où vit Dilili, elle existe, boulevard ou avenue Rapp. Ouais. Mais j'ai pris des éléments, je les ai mis dans une autre disposition pour que les très belles choses soient au niveau de ma caméra. Ouais. Donc j'ai fait des choses comme ça, mais en général, tout ce que j'ai montré est vrai. C'est aussi une de mes ambitions. Je montre la réalité. Mais du coup, on parle de simplicité. Donc, on a dans Kirikou, dans Prince et Princesse, dans Dilili, une simplicité de moyens, mais aussi de composition. Donc, j'imagine que c'était en partie des raisons financières au tout début. Et après, avec Azur et Asmar, on voit la première fois du coup que tu utilises des images de synthèse. Est-ce que je me Première trompe? fois que j'utilise de l'image de synthèse Qu'est-ce qui en t'a 3D. amené voilà, en 3D en plus. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à tester cette méthode? Quel était parce que du coup, tu l'as pas reproduit par la suite. Le drame de ma vie, Ouais. c'est que je n'avais pas accès aux outils. Le cinéma avant était extrêmement coûteux. Ouais. Il y avait la pellicule, le laboratoire, Puis tous les peintres, et toutes sortes d'instruments coûteux qu'on n'avait pas chez soi. Et je pense que à 15 ans, j'étais prêt à faire du cinéma. Et j'ai mis très, 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 très longtemps à en faire. Et c'est horrible. Après une vie de frustration où je n'avais pas accès aux outils, le succès de Kirikou m'a permis d'avoir accès à tous les outils que je voulais. Et là, je les ai tous essayés. Voulu jouer.
La 3D avec l'ordinateur, j'avais essayé, pas essayé, je l'ai essayé. À l'époque, c'était vraiment cher. Ouais. Et c'était automatique. J'ai essayé tous les outils possibles et j'ai commencé par cette image 3D qui m'a beaucoup plu, mais c'est toujours moi qui commande, c'est pas l'ordinateur. Ouais. Ce qui fait que je fais l'image que j'ai envie de faire. En principe, je modèle un petit peu les visages et les mains, parce que ça m'intéresse, et le reste est plat. Okay. Et se détache bien du décor. Mais tout ça, il y a l'ordinateur qui me permet de le faire, et ça me plaît beaucoup. Donc tu voulais pas te laisser envahir par l'arrivée de toutes les nouvelles technologies, tu t'en sers, mais tu voulais pas non plus que ce soit l'ordinateur qui dicte la manière que tu avais de composer. C'est ça, j'ai bien vu dans les films qui utilisent l'ordinateur que c'est l'ordinateur qui commande. C'est-à-dire qu'on montre tout ce que l'ordinateur sait faire. Mais non, l'ordinateur, c'est un tournevis. Je fais ce que je veux avec le tournevis. Un peu complexe. Le tournevis ne me dit pas. Bon, il sait peut-être faire des choses, mais je n'ai pas besoin de ces choses. Mais je pense qu'on en revient à cette question de simplicité ou d'artifice, parce qu'aujourd'hui, on voit certains films très impressionnants qui sont faits, des blockbusters qui sont faits pour le grand écran, où on voit tous ces cadrages, ça tourne partout, il y a des effets un petit peu partout, et du coup, on se demande, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour la narration, ou est-ce que c'est le simple fait d'avoir cette technologie disponible qui, c'est un peu la tentation, en fait. On se dit, bah, l'outil, je l'ai, pourquoi pas l'utiliser? Et peut-être on se fait parasiter par l'arrivée de tous ces jouets, toutes ces caméras, toutes ces... Oui, alors, pour moi, c'est... Je dis ça parce que tu m'as dit que tu viens d'avoir hier un iPad, donc je veux voir un petit peu comment tu te sens par rapport à ton iPad. Est-ce que c'est la tentation? J'aime beaucoup le numérique. Je me suis mis très tôt à l'email. Bon, je dessine sur une palette graphique, même sur un écran. Ça, c'est sensationnel. Je garde quand même le geste de l'animateur, du dessinateur. Tu retrouves la même sensation? D'ailleurs, auparavant, il y avait un écran, une palette, et on dessinait sur la palette et on regardait l'écran. Et ça, j'ai refusé de le faire. Ah ouais? J'avais pas envie. Ah, ok. Et puis, l'écran tactile est arrivé et je l'ai pris et adopté, ce qui fait que je suis passé directement du 19e siècle au 21e siècle sans passer par le 20e. Moi, j'avais fait la tablette, moi, mais c'était mes parents qui m'avaient offert à l'époque pour m'encourager. Une toute première Wacom pour m'encourager dans le dessin. Et le fait de... Mais c'était direct, un dessin direct? Non, il fallait regarder l'écran et... Il fallait regarder l'écran et dessiner là. Mais je me rappelle qu'on approchait le dessin différemment, du coup, de pas regarder directement ce qu'on dessine. Et depuis l'arrivée des iPads et tout, je retrouve beaucoup plus ce plaisir à dessiner digitalement, du fait d'avoir la sensation, j'ai l'impression de faire un vrai dessin, mais c'est beaucoup plus pratique. C'est aussi une histoire de compréhension. Ce qui se passe, c'est au bout de nos doigts et on le voit. Il y a aucune traduction à faire. C'est là et je vois là. Tu travailles sur un nouveau projet ces temps-ci? Plusieurs. Plusieurs, ouais. Et donc, au niveau du storyboard, par exemple, est-ce que tu le fais digitalement ou est-ce que tu continues à bosser traditionnellement sur ce genre de choses-là? Jusqu'ici, je l'ai fait sur papier parce qu'il était clair que j'allais plus vite. Ok, plus vite sur papier, du coup. Parce que avec un ordinateur, tu as quand même des ordres à donner. Une page à trouver, un petit logo à cliquer. Avec le dessin, je ne demande rien, je dessine. Et puis j'ai aussi des trucs. Je travaille sur une table lumineuse et tous mes personnages sont dans plusieurs échelles. Et quand il y a un dialogue entre deux personnages, je fais très attention, ils sont à la même échelle. Le grand, il est grand, le petit, il reste petit. C'est une chose à se rappeler, ne pas changer, se méfier des gros plans. Et là, j'ai lu dans un de tes ouvrages où tu plaisantais sur l'adorable petite fille.
Aïcha. qui prenait trop de place. Ouais. Bon, c'est une plaisanterie, mais il faut se méfier aussi de ces gros plans. Ouais. Je m'en méfie depuis mon premier travail officiel, une série qui s'appelait Gédéon, Ouais. où il y avait un C'est gros... pas un petit canard, Gédéon? Oui, c'était un canard au long cou qui était un peu rejeté à cause de son long cou, mais pas trop. Un peu comme Kirikou, qui est trop petit. Et il y avait en particulier un gros chien et une souris. Et quand je voulais faire des gros plans, je faisais un gros plan de la tête du chien et un gros plan de la tête de la souris. Ce qui fait que quand on voyait le film, ils avaient la même taille. Ok. Et depuis ça, je fais toujours la même échelle et le chien reste gros et la souris, elle reste petite, mais là, on comprend. Et ta petite fille, tu peux aussi ne pas l'agrandir complètement sur une image pour qu'elle reste petite. Ouais. Et Mais ça, je pense, c'est des réflexes qu'on a ou des compétences qu'on développe en ayant travaillé traditionnellement. Et du coup, il faut les garder quand on passe au digital. Parce que le fait de commencer directement sur l'iPad, par exemple, ça donne des mauvaises habitudes où on va zoomer à l'infini parce qu'on a une infinité de pixels et du coup, on fait trop de détails, où on perd toutes ces choses-là qu'on aurait apprises si on avait la contrainte du papier. D'autres conseils, si je puis me permettre. Vas-y, je suis preneur. Donc, quand les personnages dialoguent, c'est la même échelle. Le gros, il est gros. Le petit, il est petit. Le haut, il est en haut de la vignette. Et le petit, il est en bas de la vignette. Même quand il est seul, et s'il est à gauche, il est à gauche. S'il est à droite, il est à droite. Même quand il est seul dans un gros plan, on sait où il est sur la scène de théâtre. On sait déjà qu'il est à gauche et on sait déjà qu'il est petit. Alors qu'il n'y a que lui et qu'on ne voit pas vraiment le décor. C'est très important. Ouais. Et il faut vraiment, quand il y a un gros plan d'une personne de profil ou de trois quarts, il faut la mettre du bon côté de l'écran. Au milieu, ça ne va pas. S'il est à gauche, il faut vraiment le mettre à gauche. S'il est à droite, il faut le mettre à droite, même si c'est un gros plan que pour lui. Et là, tout le monde comprend. C'est ça que j'adore dans le storyboard, du coup, le travail de composition. Mais c'est aussi, je sais pas pour toi, mais c'est pour moi la partie la plus difficile. C'est la partie la plus casse-tête. C'est ce puzzle de se dire, OK, où est-ce que je mets les personnages? Il faut penser, dans mon cas, pour le manga, au placement des bulles. Donc, c'est un élément supplémentaire, le sens de lecture, la taille des personnages, le fait de ne pas dépasser la ligne des 180 degrés. Toutes ces choses-là qui me torturent moins, mais qui, à la fin, j'espère, vont donner une lecture clair, facile, fluide. Le storyboard, c'est la partie la plus difficile à faire. Ouais, toi aussi. Ça me rassure énormément. C'est la partie la plus difficile à faire. On prend toutes les décisions. Alors que le film n'est pas encore fait, on prend toutes les décisions. Et c'est le travail le plus lourd à faire. Et c'est moi qui fais les storyboards de tous mes films. Et pour moi, l'auteur du film, c'est celui qui a fait le storyboard, parce qu'il a pris toutes les décisions. Et c'est un gros travail. Et si cette étape-là a le moindre défaut, je trouve qu'elle se retrouve multipliée sur les étapes d'après. Si le cadrage il est pas bon au niveau du storyboard, il faut ensuite qu'on mette des artifices pour le rattraper au dessin ou à la couleur. Et je me dis que si je mets trop d'artifices, des fois je me dis c'est que tu as fait une erreur au storyboard et que tu essayes de l'enterrer. C'est un piège du manga, c'est ça. De faire des choses dans tous les sens. Mais là, ce que tu viens de dire, ça ne m'arrive pas. Je fais un storyboard archi compréhensible et puis un peu c'est tout. C'est aussi un travail d'immersion, parce que du coup, on parlait tout à l'heure de travail de collaboration. C'est un travail aussi très solitaire, la partie écriture, storyboard. Comment est-ce que tu organises ton travail? Comment est-ce que tu te plonges dans ton univers pour réussir à le sortir tel que tu l'as dans ta tête? C'est quoi la méthode? Bon, d'abord, l'écriture, c'est n'importe où. C'est confortable. N'importe quand. Okay. Ensuite, je commence par énormément de documentation. Je ne veux pas dire de sottises. Si je chante, je veux chanter juste. Donc, je me documente beaucoup. Et à mesure que je fais sur le bord, je continue la documentation parce que je m'aperçois qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais voilà, moi,
Je ne me pose pas beaucoup de questions. Mais tu nous as sorti un livre, Michel, avec des dessins, des estampes, des croquis d'Hokusai. Je suis un des nombreux enfants de Hokusai. Je l'ai découvert très, très jeune et ça m'a fortifié dans le goût du dessin. J'aimais déjà son nom, Ouais. le vieillard fou de dessin. Ouais. Et il y a, je vais sortir une planche qui était dans les quelques documents que j'ai vus et qui est resté gravé en moi. En particulier le serpent, Ouais. il est pas mou. Ouais. Et il a une volonté, hein, le dessin, c'est pas n'importe quoi, si j'ai n'importe quoi. Les insectes, les pattes sont bien faites. Ouais. Et ça m'a séduit. Et il y a aussi ces autres aspects où il décrit les gens avec très peu de moyens. Ouais. Et il y a que le trait noir, un peu de gris et un peu de rose ou de beige. Et ça suffit. Oui, on est sur cette simplicité, mais par contre, le peu de traits n'empêche pas la vie qui se dégage de ces travails de croquis là. Pardon ? Hokusai, je trouve qu'il y a beaucoup de vie qui se dégage de son travail de croquis. Même si anatomiquement parlant, comparé au croquis d'aujourd'hui, on n'est pas vraiment sur de l'anatomie parfaite, ça dégage une vie, ça dégage un dynamisme en fait qui m'attire beaucoup dans son travail. Ouais. C'est évidemment très dynamique. Il y a aussi le coup de pinceau. C'est pas régulier et il fait des choses particulières avec le pinceau. Et plus tard, je suis allé découvrir le Japon. Donc, et j'ai découvert ce livre. Et en fait, je connais le mot manga depuis très longtemps, avant tout le monde, parce que j'ai acheté le manga de Hokusai, qui est, ça a été un succès de librairie. Ouais. C'est des carnets de croquis. Ouais. Il en a publié une douzaine. Ouais. Et donc, pour moi, manga, c'était ça. Et puis, des années après, des gens ont dit « Ah, tu aimes les mangas ?» Oui, enfin bref, voilà. Donc, j'ai connu le mot avant tout le monde. Dès ses origines, d'accord. Et aujourd'hui, oui, les codes, ils ont beaucoup évolué. Mais je pense, et je ne sais pas si c'est culturel, hein, j'ai mes petites idées là-dessus, mais ce qui va différencier le manga de la BD qui a évolué en France, en Belgique ou même le comics américain, c'est qu'ils ont cet amour de la simplicité de la ligne, du dynamisme. On voit dans beaucoup de mangas aujourd'hui, donc je t'ai recommandé le Samouraï Bambou, mais il y a d'autres exemples, que les artistes souvent vont sacrifier l'exactitude anatomique au profit de l'expressivité, de l'émotion, du dynamisme. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans ce médium. De toute façon, c'est un pays qui pratique le dessin depuis longtemps. Il était prêt pour la bande dessinée. Ouais. Et inversement, d'ailleurs, la France était prête à accueillir le manga de par sa culture. Elle a drôlement bien accueilli. Quelquefois, je trouve un peu trop. Un peu trop, ouais. D'accord. Dans les mangas que tu m'as recommandés, d'abord, j'ai voulu voir ceux qui avaient déterminé ta vocation. Oui, voilà. Ah oui, donc je t'ai pas osé te le recommander, mais t'as dû le voir en ligne, ça, que j'avais commencé par One Piece. Oui, j'ai vu que c'était ça qui avait déclenché. One Piece, j'ai pas osé te le recommander parce que c'est vraiment un manga qui partage. Il y a des gens qui adhèrent complètement et il y a des gens pour qui c'est illisible, ils sont pas du tout d'accord. Bon, ça c'est intéressant, c'est un truc qui n'est pas fait pour moi. Ouais, ben voilà. Et alors, ils sont toujours en train de gueuler, toujours en train d'exploser quelque chose, mais ça a déclenché quelque chose en toi, et c'est très bien. Voilà. Mais il se trouve que ma nature, mon éducation, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de faire exploser tout et de gueuler. Mais tu vois, je pense que si tu vas au-delà de juste là ce qui se fait raconter, de ce qui se raconte, les explosions, le fait que ça crie, moi ce que j'ai vu dans One Piece, c'était cette liberté d'expression de l'auteur. Ces personnages, plus grands que nature, il y en a ils font 2 mètres, il y en a ils font 4 mètres, il y a des petits personnages, des bras élastiques. Je me suis dit, mais cet auteur, il fait ce qu'il veut. Et moi, c'est ce qui m'a touché au fin fond de l'Afrique, c'était One Piece, ça ressentait la liberté
tout comme toi qui voulais faire ton cinéma d'animation et y mettre vraiment tout ce que tu voulais, je me suis dit, voilà, c'est ça le manga pour moi. Et c'est peut-être aussi provoqué par un côté du Japon que je n'aime pas trop, la soumission. Okay. Un des éléments de la civilisation européenne, japonaise, c'est être soumis aux lois, aux habitudes. Tout le monde est soumis. Être original, c'est être un mauvais citoyen. Et donc, tout le monde est soumis, dans le manga. y compris l'empereur. C'est le plus soumis de tous. Il a droit à rien. Et je comprends que au bout d'un moment, on a envie de faire exploser. De se lâcher, c'est ça. Et là, il y a aussi un côté positif. C'est le héros veut devenir quelqu'un. C'est ça. Il veut progresser. Ça, c'est un thème récurrent dans tous les mangas dits shonen, les mangas pour les jeunes garçons, les mangas adolescents. On a ce thème de surpassement de soi, on a ce thème de découverte, d'exploration, d'affirmation. Donc peut-être, comme tu dis, peut-être que de par leur culture, c'est un peu un exutoire à travers le manga, ils vont aspirer à ces thèmes-là. C'est pour sortir du carcan. Mais tu sais, par rapport à la culture, parce que j'adore, et je pense que c'est un petit peu mon père qui m'a inculqué ça, mais le lien entre la culture et la création, le langage et la création, quand on regarde le Japon, qui sont très disciplinés, tu y es allé au Japon, j'ai eu la chance d'y aller quelques fois aussi, cette discipline, ce respect qui est dans leur culture, eh ben, je le retrouve aussi dans leur art, dans le sens où une grande différence qu'on va avoir, à mon sens, entre les artistes occidentaux qui des fois sont très artistes et qui vont se concentrer sur ma vision, je travaille mon projet selon mes envies. Au Japon, c'est beaucoup plus artisan, où le dessinateur du manga va se mettre au service de l'histoire et va juste œuvrer à sortir le manga tel qu'il peut faire plaisir au lecteur. Il va faire comme les autres. Ouais, comme les autres, oui, parce qu'on a beaucoup d'innovation aussi dans les mangas. Il y a beaucoup de ça. Mais il y a beaucoup de codes. Tu as raison qu'il y a beaucoup de codes qui sont très profondément ancrés dans leur création et que c'est très codifié. La première fois où je suis allé au Japon, je suis allé prendre des cours d'ikebana et des cours de sumie, le dessin au pinceau. Ouais. Pendant toute mon enfance, j'ai essayé de faire des images au pinceau à l'encre de Chine. Comme les Chinois et les Japonais, mais je n'y arrivais pas. Et là, j'ai découvert, ce n'était pas parce que j'étais débile, c'est que j'avais pas le bon papier. Mais l'anecdote, c'est que je devais faire, il y avait un modèle, je devais faire une orchidée. Et le maître m'a dit, mais non, c'est pas comme ça du tout. Et il m'a dit, venez, je vais vous montrer dans le jardin comment une orchidée. Il m'a montré dans son jardin une orchidée. Ça ressemblait pas du tout à la peinture que j'étais censé reproduire, mais il s'en apercevait pas. La peinture que je devais reproduire, c'était la vérité. Et j'étais là pour faire la même chose. Et il s'est pas aperçu que l'orchidée de son jardin n'avait rien à voir. Il s'en est pas aperçu. Et pour moi, c'est quand même une idée du Japon. On est là pour faire comme les devanciers. On fait comme les précédents. Et quelquefois, j'ai l'impression que les Japonais n'ont jamais vu d'êtres humains ni d'animaux. Ils ont vu des dessins d'êtres humains, des dessins d'animaux. Et ils ne savent pas faire autrement. Ils ont cette tradition du maître à l'élève et très respectueusement, on reçoit l'enseignement je n'aime pas et trop on ça. répète. Et on essaie de faire toujours la même chose que les précédents. Cette BD que tu m'as recommandée, je trouve l'histoire intéressante et humaine, mais le dessin, c'est en fait tout ce que je reproche au dessin japonais. La fille, c'est la fille de tout le monde. Tu sais pas à quel manga elle appartient. Ça peut être aussi à Miyazaki. C'est vrai. Elle a 10 ans. Toutes les héroïnes féminines ont 10 ans. Et si on doit représenter la maman, elle a 10 ans et demi. Mais, mais tu sais... mais on fait ça depuis tout le temps. On reconnaît... Les personnages sont les mêmes quasiment dans tous les mangas.
les yeux sont pareils, c'est des yeux qui me font horreur. Et mon prochain film va montrer des yeux asiatiques de toute beauté. D'accord. Je vais apprendre aux Japonais à faire des yeux asiatiques. Il y en a qui y arrivent. Celui-ci est très différent. Ouais, ben c'est pour ça que Taiyo Et Matsumoto, le samouraï bambou, c'est pour ça que je te l'ai recommandé, parce que vraiment pour moi... C'est très, Ouais. très différent. C'est très japonais et très pas japonais. Très japonais parce que c'est une histoire antique et on sent que tout est juste. Les accessoires en arrière-plan, c'est pas n'importe quoi. Les vêtements, les coiffures. Je suis continuellement, je suis décontracté en feuilletant. Je me sens bien. Je sens que tout est juste. Il ne chante pas faux, il chante juste. Ouais. Et ça me plaît bien. Mais son trait, il n'est pas du tout japonais. J'imagine qu'il dessine à la plume. Ouais. Il change de style, cet auteur change de style De temps souvent en temps, en fonction il de prend ses, un pinceau de pour ses faire œuvres. un personnage. Mais en tout cas, là, ça me semble dessiné à la plume, qui n'est absolument pas japonaise. Il a aussi une pseudo-maladresse qui lui permet peut-être d'aller plus vite. Ne pas s'arrêter à faire une représentation bien exacte. Mais oui, je pense qu'il cherche l'émotion. Dans le samouraï bambou, moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est les dessins sont simples, et encore simples, c'est très dur de faire ce qu'il fait, avec autant de maîtrise, mais en quelques traits, en 2 traits à peine, on a des personnages qui sont tellement forts. Mais là, il y a aussi la jubilation du trait noir sur un papier blanc. C'est ça. Non, c'est un de mes auteurs préférés. C'est un plaisir esthétique. Ouais. Non, celui-ci, il est très japonais et très pas japonais, parce que l'image qu'il fait là n'est pas japonaise. Ouais. Ben, du coup, tu auras eu toute une gamme entre One Piece, le Samouraï Bambou et Akane Banashi et un peu Red Flower. Là, le succès international, j'y retourne. Grâce à cette rencontre, hier je l'ai relu en me disant mais ce que c'est bien, quelle intelligence, quelle humanité, quelle idée extraordinaire. Mais lui aussi est assez loin des codes japonais classiques dans le manga. Oui, je trouve c'est plus proche de la BD yeux, en tout cas. Ils sont pas très japonais non plus. C'est étonnant avec une telle possession de son âme, de son art, de pas faire bêtement des yeux qui sont autour de lui. Mais tu vois, ce qui est drôle, quand je t'entends parler de cette culture de faire comme les autres, peut-être je projette, mais j'ai l'impression que tu leur reproches un petit peu ça, comme si c'était dommage, là où moi j'ai tendance à vouloir y voir un petit peu de positif aussi dans cette préservation d'une culture qui maintenant est riche de centaines d'années, justement de respect, où souvent aujourd'hui, et c'est mon opinion, mais aujourd'hui je trouve que on va trop vite vouloir innover et on n'a pas assez de respect pour la sagesse des contes, par exemple. Tu vois ce que je retrouve dans ton travail. Donc Kirikou, pour moi, c'est toute la sagesse du conte et de la transmission. Et on a le respect pour les anciens, ça c'est l'Afrique, on a le respect pour les grands-parents, on a le respect pour ce qui nous a été dit, ce qui ne nous empêche pas d'innover, bien sûr, mais un petit juste milieu. Est-ce que tu vois où je veux en venir un peu ? Je suis d'accord. Ouais. Je suis pour le respect. En ce moment, par exemple, les élèves ne respectent pas le professeur. C'est monstrueux et ils détruisent leur vie. Ouais. Et c'est terrible. Je suis pour le respect, mais là, je suis quand même un petit peu agacé. Ils vont trop loin, la soumission, ne pas voir un vrai être humain, mais voir ce que les autres ont fait. Oui, on est limite dans le déni, on se voile la face pour ne pas contredire le maître, on refuse de regarder la réalité. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et en effet, sur les premiers yeux tout ronds avec plein de reflets dans la prunelle, quelqu'un a fait ça et tout le monde a fait la même chose. Et ça continue. Et ça pouvait être fait il y a 20 ans. Donc ça me gêne. C'est en plus une tradition qui n'est pas très ancienne. Les yeux que je déteste. Hokusai, il faisait pas ça. Mais tu sais que ça vient de Walt Disney, tout ça. C'est les premiers mangaka se sont inspirés des grands yeux des dessins animés d'Amérique et les ont importés. Oui, mais de toute façon, c'est des yeux occidentaux. Et c'est aussi une chose qui me gêne. Dommage il faut pas avoir honte d'avoir des yeux japonais. C'est ça. Il y a aussi ça, je ne sais pas prononcer son nom, mais c'est Crying Freeman.
C'est un dessin d'une qualité, Ouais. et les personnages sont beaux. Ouais. On n'a pas besoin d'expliquer, ils sont beaux. Ouais, ils sont beaux. On retrouve beaucoup ça dans le travail de Octono Ken, qui avait cette envie de transmettre à travers son dessin qui était très classique et qui ressemblait beaucoup Ah oui, à c'est Crying super Freeman, classique. des notions de masculinité, de virilité, mais la beauté dans la virilité, en fait. C'est ça qu'il voulait transmettre à travers le dessin. Là, tu un parles dessin, de celui-là non, un auteur qui dessine un peu dans ce Ouais. style-là, Octono Ken, mais j'ai oublié son prénom. Mais j'avais une petite question du coup, parce que quand on transitionne, comment est-ce que toi, tu as appris le cinéma? Parce que du coup, tu as un style qui se reconnaît parmi tant d'autres, que tu as sûrement développé par rapport à tes envies, mais je pense que dans tes cadrages, dans l'attention que tu mets à pas choquer le lecteur en changeant trop vite la caméra, tu respectes quand même les codes des cinéastes qui sont venus avant toi. Donc où est le juste milieu entre innovation et impertinence, on va dire? Je ne respecte rien du tout. D'accord. Je fais mes films comme si c'était un premier film. Je suis un enfant. Je suis l'idiot du village. Du village, ok. Je fais les choses bêtement. À droite, c'est à droite. À gauche, c'est à gauche. Ouais, Petit, c'est petit. Grand, c'est grand. ok. Je ne suis pas allé dans une école de cinéma. Ouais. Je n'ai pas étudié l'animation. Hmm. Je ne sais pas comment on fait. Hmm. Ok. Alors, il y a des trucs dont je viens de te parler, que j'ai appris. C'est un truc que je transmets volontiers. Dans un gros plan, où il y a une seule personne, il faut savoir s'il est grand ou petit, et s'il est à droite ou à gauche. Et alors qu'il est tout seul et sans décor, sur un fond de ciel. C'est un truc que j'ai appris en faisant. En pratiquant, ouais. Mais sinon, pour le reste, c'est être simple et compréhensible tout le temps. Ça va pas plus loin que ça. J'étais très impressionné par... j'ai découvert donc récemment Les Trois Inventaires, découpé en papier, presque de la dentelle, hein, tellement t'as fait. Oui, c'est de la dentelle de papier. Et j'étais vraiment émerveillé de l'attention aux détails, mais aussi de la simplicité des moyens. Ah oui. Ouais. Et du coup, moi, ce qui m'avait attiré dans le manga, donc c'est cette même simplicité, mais j'ai beaucoup conscience j'ai pas envie de réinventer un milieu qui existe depuis des centaines d'années, que ce soit la BD ou le manga. Et donc, j'avais envie d'aller chercher au Japon cet apprentissage, leur demander, mais comment est-ce que vous racontez, vous, en manga? Pourquoi ce choix de cadrage qui ne sont pas les mêmes que la BD? Pourquoi cette façon de passer par le décor ou l'émotion pourquoi un peu comme Kirikou, en fait. Pourquoi? Et à force de poser plein de questions, j'ai acquis les bases de la narration manga, qui sont un peu pour moi des bases linguistiques, parce que du coup, c'est comment on parle en manga. Et aujourd'hui que je commence à avoir un petit peu l'habitude, là, je me permets des floritures, je me permets un peu de liberté pour rajouter ma touche à moi par-dessus mon travail, par-dessus la narration japonaise, quoi. Je sais pas si tu l'as vu un petit peu dans Red Flower, quand t'as feuilleté. Est-ce que ça t'a fait trop japonais? J'ai fait plus que feuilleter, j'ai franchement lu. J'en sais pas, mais en tout cas, merci, c'est cool. Ça t'a pas fait trop japonais, les dessins, les cadrages? Mais d'abord, j'admire ton dessin. Merci. D'après les interviews que j'ai pu voir, le dessin t'est arrivé relativement tard. Assez tard, ouais. Bravo, hein. Parce que moi c'est à 1 an et demi, j'ai commencé, j'ai pas arrêté. Et t'as pas lâché les ciseaux, tu utilisais tout ce que tu avais à ta disposition. Ouais. Non, pour moi, le dessin, c'est un outil professionnel. C'est la narration avant tout, c'est ce que j'adore, c'est l'histoire, raconter. Et aujourd'hui, je dessine parce que je suis un peu obligé de le faire pour le manga. Mais bravo d'arriver à cette maîtrise du dessin. Merci. Non, et puis tes personnages sont beaux. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai vu ça, Ouais. je ne supporte plus ça. Mais je l'ai jamais supporté. Bah ouais, ça c'est un pur produit de vraiment l'industrie du manga japonaise. Il y a tous les codes, il y a toutes les recettes, c'est une pure recette. Puis alors là c'est drôle, justement, la mère et le père, bon, je croyais que c'était les sœurs et frères. Hein. Ah ouais. Et autant j'ai beaucoup d'appréciation pour un travail d'auteur comme Taiyo Matsumoto, le Samouraï Bambou, autant j'ai aussi beaucoup d'appréciation pour le travail de commission que font certains auteurs où ils se mettent vraiment, je ne sais pas si j'en serais capable moi, de
prendre un travail, une histoire qui n'est pas forcément la mienne et de me mettre 100% au service de cette histoire, de la dessiner dans les traits les plus efficaces qui sont nécessaires. Il y a ce côté pratique, utile dans certaines séries de mangas qui m'impressionnent. On est vraiment à deux pôles opposés, presque philosophiques en termes de création. C'est pas ma vie. Ouais. Ma vie, je fais que ce qui me plaît. Ouais. Toute ma vie, je n'ai fait que les films que j'ai décidés, sur mes histoires que j'ai décidées. Et heureusement que ça a plu, du coup. Parce que si Kirikou n'avait pas eu le succès que ça a eu, est-ce que tu aurais dû compromettre sur d'autres projets? Est-ce que tu te serais senti contraint dans ta vision? Au tout début, je voulais faire de la publicité, personne n'a voulu de moi. Maintenant qu'on m'en demande de loin en loin, et je dis non, je peux vivre, je peux manger tous les jours sans avoir besoin de publicité. Ouais. J'ai déjà refusé des demandes de banques et de grands joailliers de la place Vendôme. Mais dans la mesure où je mange à ma faim tous les jours, je n'ai pas besoin de faire ça. Ouais. Ça ne m'intéresse pas de travailler pour une banque ou pour un joaillier que je ne comprends pas. Ça coûte de telles fortunes, ces bijoux. Quand on les sort de la banque, il faut avoir des gardes du corps. Est-ce que tu considères que tu travailles pour ton public, enfin, j'allais dire lectorat par habitude, mais est-ce que tu travailles pour ton public ou est-ce que vraiment tu fais ce qui te fait plaisir et ensuite tu mais je fais les deux systématiquement. Je me fais systématiquement plaisir et je travaille pour le public. Ça ne m'intéresse pas si je parle à personne. Si la salle est vide, je ne vais pas faire une conférence. Mais ça me plaît de faire ce qui me plaît et ça me plaît de me faire comprendre par des gens, de faire battre les cœurs d'autres personnes. Non, il y a vraiment les deux. C'est une bicyclette, on a besoin de ces deux roues. Oui, la narration, c'est dans les deux sens, en fait. L'image du griot que j'ai découvert, le griot moderne que j'ai vu dans Le Pharaon, le Sauvage et La Princesse. Oui. Récemment, il m'a beaucoup plu. La fille. Oui, la fille qui raconte les histoires, c'est un peu un twist moderne sur les griots ancestraux que moi aussi, dont je m'inspire aussi. J'ai beaucoup aimé la fonction du griot parce qu'en fait, il raconte les histoires, mais il n'est pas tout seul. Pour qu'il raconte, il faut forcément qu'il ait un public, qu'il ait des spectateurs. Et ça, j'aime beaucoup ça dans la création. Sans le public, ni le cinéma, ni le manga ne peut exister. Et dans un des deux films supplémentaires de Kirikou, Kirikou et les hommes et les femmes, j'ai fait une histoire sur une griotte. Ça, j'ai pas eu le temps de le voir encore. Mais ça, il faut que tu le vois, parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup. Et Kirikou devient griot aussi, mais griot à ma manière. La fin ne lui plaît pas, il change. Donc il innove du coup, et il s'affranchit un peu de ce qui est venu. C'est ce que je recommande à tout le monde. Aujourd'hui, c'est nous, les griots. C'est plus eux, c'est nous. Et on fait ce qu'on veut. Et il ne faut absolument pas respecter les vieilles histoires. On peut les respecter, on peut avoir une démarche d'historien, et essayer de restituer exactement ce qu'on consommait il y a 200 ans. Mais l'autre manière, c'est on fait ce qu'on veut, on est libre, on travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous. Aujourd'hui, c'est un public particulier. Et le défaut de pas mal de films africains utilisant les histoires anciennes, c'est qu'ils la décalent, qu'ils ne changent rien. Et on s'ennuie un peu. Il faut rentrer dedans. Moi, j'utilise beaucoup les histoires traditionnelles, mais je les mange. Et ensuite, je laisse tomber l'histoire et je suis musclé et je fais ce que je veux. Mais je les dévore et ensuite je les oublie. Je fais ce que je veux tout le temps. Non, c'est une belle image. Dis-moi, vas-y. Et une question, est-ce que quand tu vivais au Ghana, tu parlais une autre langue que le français et l'anglais? Non, malheureusement non. J'avais quelques notions des langues locales. Mon père en parle plusieurs,
Mais Ah j'ai oui jamais eu. Oui, mon père est assez polyglotte. Mais j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer assez pour me dire trilingue. Mais alors, Voilà. quand tu parles des histoires du Ghana, c'est des choses que tu as vues en écrit. C'est des choses qu'on m'a racontées. La tradition, elle est très orale aussi. Oui, mais qui te l'a raconté? Mes grands-parents, Ah oui, des d'accord. anciens du Ah oui, donc village on qui t'a ont tous vraiment des histoires. raconté Oui, des oui. choses. Anansi l'araignée, qui est un de mes personnages préférés du folklore ouest-africain, qui est un peu l'équivalent du renard dans les contes de Oui. La Fontaine. Très espiègle, très futé, pas toujours le gentil, c'est ce que j'adorais, il était vraiment ambivalent ce personnage. Et ben c'est un personnage que je me suis réapproprié justement dans mes histoires, j'en ai fait un sorcier vaudou, tu l'as vu Anansi. Oui. Pour l'instant, il ne me plaît pas. Il te plaît pas, voilà. Donc j'en ai fait un personnage assez malveillant. L'araignée me plaît. Mais voilà, ce personnage existe avant moi. Le sorcier, qui est aussi un paillasse, ça me gêne. Un paillasse. Paillasse, un clown. Un clown, ah, ça c'est mon côté théâtre. Anansi, Oui, non, mais il joue là. J'aime bien Il un joue. sorcier Ouais. qui a une puissance, Ouais. qui est un peu inquiétant et qui est magnifique. Ouais. Et je ne le vois pas en rigolo, en ridicule. Mais tu crées un nouveau personnage qui ne fait pas encore partie de mon Olympe, mais peut-être que ça va venir. Je pense que oui. Là, on est au tout début. Hein. Moi, c'est ma première série. Et donc, ça me gêne que le sorcier puisse être ridicule. Mais ta première histoire où il est petit, elle est très bonne. Ça n'a rien à voir. Merci. Ça n'a rien à voir. Merci. La première histoire me va très bien. Je la reçois 5 sur 5. C'est plus tard, quand il est ridicule et plein de pustules. Ouais. Là, j'ai envie de dire, il faut que tu me fasses confiance pour l'histoire parce que oui. Ah, la complexité du personnage, elle va arriver par la suite. Et j'aime beaucoup un bouffon qui l'est volontairement pour désamorcer les autres. En fait, le personnage malin mais qui se fait paraître moins intelligent qu'il l'est pour tromper les autres, c'est un archétype que je comprends. Je peux même pas en dire plus parce que je comprends. Et bien, ça me plaît aussi que tu nages un petit peu à contre-courant et que tu me contredises, par exemple. C'est comme ça, tu n'es pas tout à fait japonais. Oui. Tu es sauvé. Non, mais il faut un juste milieu. Moi, tu sais, je suis métisse, donc beaucoup de ce que je fais naturellement va être métisse. Je suis issu de deux cultures comme toi, et donc j'ai des options. C'est ça que je trouve merveilleux. En fait, j'ai le format européen, j'ai tous ces codes, j'ai cette culture, j'ai le format africain, et je vais choisir. Je t'ai déjà dit, tu fais partie de l'élite internationale. Et c'est une chance d'avoir grandi avec ces deux cultures, ces deux options. Et le plus on a de culture, le plus on voyage, le plus on a d'options en fait. Et mon ambition, si je peux te soumettre ça, ce serait de retrouver, c'est pour ça que j'ai cette fascination par les contes et les mythes et l'Odyssée d'Homère, et comme j'ai adoré ce conte quand j'étais gosse, ce serait de raconter une histoire universelle, ce serait de retrouver une façon moderne de raconter un conte qui pourrait parler, comme moi, Kirikou m'a parlé quand j'étais gosse, ce serait de toucher les gens et de les faire vibrer. Je peux Kirikou, ça vient d'un conte africain, c'est le début. Mère, enfante-moi, qui m'a électrifié tout de suite, jusqu'à l'enfant qui aide un oncle à combattre une sorcière. Tout ça vient du conte africain. Je l'ai amélioré. J'ai fait plein de petits trucs qui font que ça marche mieux. Mais après, j'ai tout inventé. C'est-à-dire que j'ai jeté ce qui ne m'allait pas. Et des choses qui étaient très africaines. C'est-à-dire des vrais pouvoirs surnaturels. Je les ai beaucoup limités chez Karaba. Et le héros devient tout de suite grand. L'enfant n'intéresse pas le conteur. Il le fait naître, mais une fois qu'il est né, il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus de mère. Alors que les deux m'ont passionné. La mère qui répond calmement sans paniquer, j'ai adoré. Ça m'avait trop intrigué quand j'étais gosse. Je me suis dit, attends, pourquoi Alors après, donc j'ai supprimé le héros grand et musclé. Je me suis dit, mais c'est tellement intéressant, ce petit enfant qui vient de naître et qui aide un adulte et qui y arrive. Je vais garder le petit enfant tout nu jusqu'au bout. Et c'est là où ça deviendra intéressant. Un point. Le deuxième point, c'est que le grand héros qui ne m'intéressait plus, tout ce qu'il fait à la sorcière, c'est la tuer. Oui. C'est aussi très africain.
On tue les sorcières, mais on les tue dans tous les pays. Ouais. Et je me suis révolté. Après un si beau début, on ne va pas terminer si nul. Et je me suis dit tout de suite, il ne va pas la tuer, il va l'aimer. Et ça fait une autre histoire, et c'est meilleur. Et c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que quand tu adapteras les histoires qu'on t'a racontées, il faut que tu sois meilleur. La barre est haute, mais écoute, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse dans ce travail de conteur. Hein. Je me considère pas mangaka ou même illustrateur ou quoi. J'aimerais être conteur. Et donc, c'est ce que je cherche à faire. Mais conteur, il se passe quelque chose avec le conteur. Mon dernier film où je montre le conteur, la conteuse, il y a aussi un plaisir. Et je montre aussi le public. C'est une communication entre les deux. Et c'est la jubilation de « oui, c'est un conte, oui, c'est pas vrai ». On va jouer ensemble et on va y croire. Et puis, à la fin, on passe à autre chose. On est intelligent, on passe à une autre longueur d'onde et ça marche aussi. Et ça, c'est le plaisir du conte. Et cette image, à la fin de Kirikou, quand il revient soudainement adulte, était tellement puissante, visuellement, de me dire « Ah ok, c'est là le passage de l'enfant à l'adulte », que je me suis retrouvé... Est-ce que tu connais le travail de Joseph Campbell ou pas? C'est un mythologue. C'est un mythologue qui étudie les mythes du monde entier et qui soutient, il a une théorie, je vais la simplifier très très vite, mais que peu importe la culture, le lieu, la date, l'époque, la géographie, toutes les cultures ont développé les mêmes archétypes dans leurs contes, les mêmes formats, schémas narratifs et essentiellement parlent des mêmes choses. Et lui soutient que ça témoigne en fait d'un espèce d'inconscient universel à la race humaine. Comme si on avait tous dans notre ADN, de notre plus profond, l'être le plus profond, les mêmes envies d'histoire, les mêmes envies de raconter ces mêmes histoires du héros Ulysse au garçon Kirikou dans la savane, aux contes occidentaux ou quoi. Il y a ces mêmes archétypes, il y a ces mêmes envies. Et donc moi j'ai retrouvé ça dans cette image de Kirikou qui devient adulte soudainement, qui passe à l'âge adulte. C'est ça qui m'avait foudroyé quand j'étais gosse. Mais ça aussi, c'est une chose que j'ai rajoutée. Ouais, tu l'as rajouté ça, d'accord. Ah bah oui, non. Une fois que Kirikou a aidé l'oncle, tout le reste, je l'ai inventé. Ouais, ok. Ah, ça change tout dans ma tête net, trop bien. Et puis, je suis un humain, et tout m'intéresse et j'utilise tout. Le monstre qui boit l'eau de la source, ça vient d'un conte alsacien. Ok. Le baiser qui transforme, c'est totalement occidental. Ouais, oui, c'est vrai. Mais j'avais besoin, pour aller jusqu'au bout de l'amour entre ces deux êtres, j'avais besoin qu'ils aient la même taille. Parce que Karaba, elle mesure 2 mètres de haut et Kirikou 27 cm. Donc il y avait un truc à faire là. Et j'ai pensé au baiser qui transforme, qui est occidental. C'est La Belle au bois dormant. C'est Riquet à la houppe, où il y a le garçon intelligent et moche, et la fille stupide et belle. Et quand ils arrivent à se faire un baiser, ils deviennent tous les deux parfaits. Il y a d'autres baisers qui transforment. Il y a aussi le baiser qu'on donne au crapaud, et ça transforme en prince. Et voilà. Et ça n'est pas africain du tout. Et je fais attention. C'est souvent, je dis quand je vois un doublage en étranger que je ne comprends pas, au moment de la demande du baiser, je dis aux gens, ah, vous avez mal traduit. Et alors on me dit, mais vous comprenez le norvégien? Non, mais je devine. Il y a qu'un mot. Vous avez dit baiser, alors que il dit, voudrais-tu poser tes lèvres sur les miennes? C'est beaucoup mieux. Et ils m'ont dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, on a résumé en baiser et ça ne va pas. Ouais, mais ça a tout son charme parce que baiser, ça implique de savoir ce que c'est que d'embrasser, ça implique plein de choses qui sont du domaine des adultes, alors que là, c'est un enfant qui va demander. Oui, et puis c'est plus africain, puisque le baiser n'était pas pratiqué. Ouais. Et puis, poser tes lèvres sur les miennes, j'aime ça. Et je parlais à un scénariste de mémoire, je pense que c'est le scénariste des Vieux Fourneaux, je ne sais pas si tu connais la BD,
qui m'a dit Michel Oslo, c'est le premier à s'être intéressé à pourquoi la sorcière est méchante dans ces contes-là. Et je trouvais ça très juste parce que Kirikou, c'était quoi, 1993 ou 18 Non, 18. 1998, et on n'avait pas vu un récit qui allait réellement... Avant, les méchants étaient méchants, les gentils étaient gentils. Mais dans tous les contes, la sorcière, on l'a fait mourir à petit feu joyeusement, tout le monde est content, et on ne pardonne jamais, on ne se demande jamais pourquoi elle est sorcière. Oui, il y a plein de nouveautés dans ce film. C'est le seul film où le héros est tout nu du début jusqu'à la fin. Et oui, voilà, et j'allais dire, mais aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait refaire un Kirikou C'est une question terrible. C'est terrible parce qu'on fait marche arrière. Ouais, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment est-ce que tu verrais, dans tes nouveaux films, qu'est-ce que tu te permets? Qu'est-ce que tu t'interdis? Moi, ça ne me gêne pas que les femmes aient des seins. Ouais. Ça gêne beaucoup les anglo-saxons. Et quand je dessine une femme, je dessine aussi des seins. Et je ne m'aperçois pas que j'ai dessiné des seins, j'ai dessiné un être humain. Alors, pour Azur et Asmar, tout le monde est magnifiquement habillé. Et je me suis dit, là, j'aurais aucun reproche. Mais c'est à Cannes, et 2 journalistes américains m'ont interrogé. Ils ne se connaissaient pas, c'était pas le même jour. Et l'un et l'autre m'a demandé, est-ce que vous accepteriez de couper la séquence d'ouverture pour pouvoir être distribuée aux États-Unis? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais impeccable dans... Et puis ensuite, j'ai compris, la première séquence, c'est une nourrice qui nourrit un nouveau-né. Non seulement je montre des seins, mais en plus des seins en activité. Donc pour les journalistes américains, il y en a un qui m'a même demandé, est-ce que c'est un défi contre les États-Unis? Je n'ai pas pensé une seconde. Et j'ai montré la plus jolie chose possible. C'est paisible. On entend d'abord, elle chantonne la berceuse, et puis on la voit qui donne la tétée à 2 enfants. Et tout ça, c'est paisible. C'est dommage de devoir regarder son propre travail à travers le prisme de ce que quelqu'un d'autre pourrait projeter dessus. Parce que quand on fait un travail qui veut être... Mais j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé une seconde que ça serait grave. C'est terrible. Et dans Dilly à Paris, tout le monde est à Paris, tout le monde est habillé jusqu'ici. Et puis les producteurs m'ont dit, mais tu n'as pas vu la séquence d'ouverture? La cuisinière, elle a les seins nus. Mais je ne m'en étais pas aperçu. Elle faisait la cuisine, c'est tout. Alors, j'ai dit, d'accord, je peux faire quelque chose. Et on va le faire pendant le tournage, ça ne coûtera rien. Si c'est après le tournage, c'est hors de prix. Donc, je n'ai pas rajouté de soutien-gorge, bien entendu, mais j'ai rajouté un collier de gala où il y a du raffia qui pend. Okay. Voilà, j'ai fait ça, et puis j'ai montré la séquence, et puis ils m'ont dit « Mais la vieille, elle est torse nu aussi !» Et puis ça ne se voit pas. Elle est très, très sombre, et c'est des traits noirs. Avec ou sans ça, on ne voit pas grand-chose. Donc, j'ai remis un collier du dimanche. Ça dépend comment c'est fait, parce qu'en fonction de... Il y a une gêne, tu disais anglo-saxonne, il y a une gêne par rapport à la... Anglo-saxonne, musulmane aussi. À la nudité, mais il y a aussi une espèce de fascination, parce que dès qu'elle est montrée, elle est sexualisée. Alors que quand je regardais tes dessins dans Kirikou et que je regardais les seins, justement, on voit que c'est normal. On n'est pas, c'est pas une sexualisation, c'est pas une démonstration. Ils existent juste comme une partie naturelle du récit. Et du coup, voilà. Donc je voulais en venir au fait que Kirikou, gros succès, plein de prix dans le monde entier. J'ai vu une trentaine de prix distribués partout. Même moi, voilà, ça a touché toute une génération.
C'est quoi le après Kirikou? Comment est-ce qu'on vit? Je suis très intéressé de savoir comment tu as vécu ce succès. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que ça t'a influencé sur la suite? Voilà, comment tu choisis ton prochain projet? Tous les journalistes à l'époque m'ont dit « Vous avez dû être bien étonné du succès ». Et je répondais « Mais pas du tout ». J'étais prêt à la catastrophe et au triomphe, les deux. Et j'étais prêt au succès. On devait sortir vers les fêtes, mais il y avait un film de Jean-François Leguioni, un autre auteur d'animation que j'admire, que j'aime bien, qui sortait son film en décembre. Et je dis, il n'est pas question que je fasse de la concurrence à un ami animateur français. On ne sortira pas à ce moment-là. On va sortir. Donc l'autre période, c'est les vacances de février. Voilà. Mais j'étais déçu. Mais Jean-François n'était pas prêt. Et il a décidé de pas... Enfin, il ne pouvait pas sortir en décembre. Alors, je savais qu'il y avait un créneau libre en décembre. Moi non plus, je n'étais pas prêt. J'ai dit au producteur, ce créneau, on va le prendre. On va sortir en même temps que les gros Américains. On va sortir pour Noël. Et face à eux, c'était Mulan, dont on m'a dit beaucoup de bien, je ne l'ai pas vu. Mais, et une semaine après, c'était Le Prince d'Égypte. Donc je dis, on va se fouetter, on n'est pas prêt, mais on va sortir pour Noël. Et on prend ce créneau. Donc Kirikou est sorti le même jour que le nouveau Disney et une semaine avant le nouveau DreamWorks. Et donc il y avait 60 copies en face des 600 copies de Mulan. En termes de bobines? Oui, c'était encore des bobines. Okay. Ils avaient 10 fois plus de distribution que Kirikou. Oui. Au début. Et puis alors, la pub, il y en avait. Voilà, donc je n'avais aucun complexe d'infériorité. Et je savais que les choses ne dépendent pas que du budget. Si on a un gros budget, ça peut être intéressant. Un très très gros budget, on va faire de la merde, mais mais je savais que ce qui touchait les gens, c'était quand même une chose humaine, et tu n'as pas besoin de budget pour être humain, pour ressentir tout ce qu'un être humain ressent, pour être très honnête, très sincère. Et je savais que j'avais un matériau là. Ensuite, succès, on s'y fait très vite. Et c'est une nouvelle phase de ma vie, c'est-à-dire que je peux pratiquer mon métier, que je ne pratique pas avant parce que j'y arrivais pas. Je ne savais pas trouver de producteur et je ne pouvais pas faire des choses seul parce que c'était trop cher. Et à partir de Kirikou, j'ai essayé toutes les techniques, comme on l'a dit. J'ai commencé par essayer une technique que je ne connaissais absolument pas, la 3D informatique. Et ça m'a bien plu. J'étais très content de ce tournage. Et que ce soit Kirikou ou les autres, je les ai fait comme des courts-métrages. Je ne pense plus qu'à ça et je fais ce qu'il faut, sans me poser de questions, sans étude de marché. Mon étude de marché, c'est être sincère. Ah, c'est de la création sincère, c'est de la création de cœur. C'était que tout à coup du confort. Et tout allait bien. Maintenant, j'ai de plus en plus de mal à trouver de l'argent, mais on en trouve quand même, c'est pas moi. Mais du coup, par exemple, Kirikou 2 et 3, j'avais vu longtemps dans un reportage que tu refusais ou tu ne voulais pas faire de suite, mais éventuellement tu en as fait une. Donc cette décision... Et quand on m'a dit tu vas faire un Kirikou 2, je ne disais même pas non, je haussais les épaules. Je ne mange pas de ce pain-là. Donc j'ai dit non pendant pas mal d'années, mais c'est le public. Les gens ont aimé Kirikou, ils avaient besoin de Kirikou, et moi je ne voulais pas faire de suite. En plus, c'était impossible de faire une suite, j'avais bien calculé mon coût. À la fin,
Kirikou, il est grand, il est habillé et marié. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les problèmes de Kirikou dans le mariage, ça peut être un... Ah non, non. Et puis alors, sur les- de toute façon, le Kirikou qui a séduit, c'est le petit enfant tout nu. Ouais, c'est S'il vrai. n'est pas petit enfant tout nu, ça n'est pas Kirikou. Et c'est cette puissance sans aucune puissance, simplement l'intelligence et la générosité, et rien dans les mains, rien dans les poches. Tu sais, je vais te montrer un truc, parce que tu parles de Kirikou tout nu qui court. On a un phénomène dans le manga qui s'appelle le Naruto Run. Naruto, tu reconnais le... Naruto, c'est un manga qui a cartonné mondialement. Et le personnage a cette façon très bizarre de courir, avec les bras qui pendent derrière lui. Et donc c'était très typique du manga. C'était tous des ninjas, ils vivaient des histoires d'aventure comme ça, et ils couraient tous comme ça, donc c'est très particulier. C'est pour des facilités d'animation ou Il y a aussi que quand tu cours vite, Ouais, tu peux pas faire ça en animation parce que tu le vois pas. voilà. Et c'est ou comme ça, mais on bouge pas vraiment les bras quand on court très vite en animation. Ce qui fait que ça donnait une forme très dynamique, très belle à regarder, mais ça a donné un phénomène mondial où les gens maintenant reproduisent en fait ce Naruto Run. Et moi, ce qui me faisait rigoler, on parle du succès de Kirikou, c'est qu'avant de découvrir le manga très tard, moi je connaissais déjà le Kirikou Run où à la récré, avec les copains, on aimait ce son qui accompagne souvent Kirikou, la tig 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 tig, Oui. comme ça, et on le voyait courir à toute vitesse, et cette image était tellement marquante et tout, que voilà, et plus tard, j'en reparle aux gens, et Kirikou, ça a maintenant presque 25-30 ans. Oui. Ce que je voulais te dire dans le premier mail que je t'ai envoyé à l'époque, c'est que Kirikou, c'est toujours d'actualité, et c'est ça qui m'émerveille. C'est qu'il y a plein de choses qui viennent, qui vont, des choses que les gens oublient. Hein. Je t'ai parlé du Seigneur des Anneaux, j'en parle souvent. Les gosses, ils n'ont pas lu, ils ont pas vu les films des fois. Narnia, pareil, ça a disparu, mais Kirikou, tout le monde me fait tic-tic-tic comme ça. Et c'est une image qui reste à travers les générations, et c'est ça pour moi la force de Kirikou, cette simplicité, cette pureté dans le récit, et ce petit garçon qui... Et puis le beau départ, c'est un brouteur qui fait ça par terre, hein, c'est tout, rien d'autre. Et c'est tout est simple. Mais tellement fort et tellement inoubliable. Alors l'anecdote énorme, c'est que j'avais pas prévu qu'il court vite. Ah ouais. J'avais prévu qu'il n'ait aucun pouvoir. Mais Pas que c'est un pouvoir. Ouais. C'est tellement Oui, simple. non, mais On dirait même pas que c'est un pouvoir. mais ça c'est aussi c'est un truc de scénariste qui est intéressant. Quelquefois, il y a des ordres de la réalité que tu peux pas contrer. Je ne voulais pas qu'il ait le moindre pouvoir surnaturel. Mais, pour raconter l'histoire que je voulais raconter, il fallait qu'il rejoigne l'oncle avant que l'oncle n'atteigne la sorcière. Donc il fallait qu'il court. Ensuite, pour son idée de se cacher dans un chapeau, il fallait qu'il court jusqu'au village. Ensuite, il fallait qu'il court tout en rond pour que l'oncle ne le voie pas et qu'en avant sur la route, il se cache sous le chapeau. Et là, il fallait qu'il court à 100 à l'heure, sinon il n'y arrivait pas. Donc, contraint et forcé, je l'ai fait courir extrêmement vite. Mais je n'avais pas prévu ça. Et j'étais désolé de lui avoir donné un pouvoir un peu surnaturel. Mais ça a plu tellement aux gens. Et chaque fois, les enfants, après une projection, me demandaient pourquoi il court si vite. Et je trouvais la question un peu stupide, mais on me l'a posée chaque fois. Et je me suis aperçu que c'était aussi le caractère de Kirikou. D'abord, il pense, mais ensuite, il y va. Et il y va franchement, sans perdre de temps. Et puis, c'est beau de le voir courir. Et c'est beau, la petite course. Et c'est moral. Cette course est morale. Ouais, voilà. Il y va. Voilà. Et il y a une importance au fait que le héros ait cet atout. Si on retourne aux archétypes du conte, pour moi, un héros qui n'a pas un avantage quelconque qu'il soit, hein, pas forcément un truc démesuré, mais qui n'a pas un petit truc, son intelligence, sa petite taille, sa vitesse, qu'il va utiliser pour surmonter des obstacles que d'autres personnes n'auraient pas pu, le fait qu'il se faufile pour aller trouver la bestiole qui boit toute l'eau. Pour moi, c'était charmant, et c'est même pas des super pouvoirs, c'était juste cette métaphore. Et courir, c'est pas un super pouvoir. Voilà. Moi, j'ai toujours couru. Hein,
Et même en ville, tu entends une envie de courir, je me mets à courir. Et donc, une petite question qu'on a un petit peu évoquée par mail, on a titillé autour, mais à quand un manga Kirikou? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais imaginer Alors, manga, non. Je veux pas qu'ils se mettent à hurler et à cogner. Ah, d'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas possible. Ensuite, Ouais. c'est très compliqué. Le manga en fait trop. Je trouve qu'il met trop de ketchup et de mayonnaise. Il y a trop d'artifice. Oui. Et puis, le problème aussi, c'est que Kirikou, c'est moi. Quand quelqu'un a essayé d'écrire des dialogues de Kirikou, c'était à tomber raide mort, tellement ça ne convenait pas. Et il y a que moi qui peut faire parler Kirikou, parce que c'est moi. Et moi, je le fais parler tout de suite juste, et les autres, non. Et avec le film Kirikou et la sorcière, tout est dit, et je n'ai pas conçu une série. Et souvent, les journalistes parlent de trilogie. Ce n'est pas une trilogie du tout. Il y a un film et des post-scriptums pour les amoureux de Kirikou. Mais il y a un film, c'est pas une trilogie. On est bien d'accord, mais quand je te parle de manga Kirikou, je pense, et en fait c'est l'idée en soi qui m'intéressait, c'est pas tant pour une suite. Je pense pas qu'il y ait besoin de suite, il n'y a pas de suite à Kirikou, tu l'as dit, mais... Non, la suite, elle n'est pas possible. Personne ne l'achèterait. Une adaptation de Kirikou avec les mêmes dialogues, les mêmes scènes, mais dans un cadrage manga pour proposer sous un nouveau format cette histoire qui, moi, m'a tant charmé quand j'étais gosse, à des lecteurs mais ça t'a charmé parce que c'était simple. Oui. Que tu comprenais tout dès que tu le voyais. Non, c'est trop tard. Ça a été bien fait. Je suis tombé en plein dans le mille et ça a plu à toutes les nations. Bon, je suis flatté que tu imagines Kirikou en manga, mais je vois pas comment il peut être en manga puisque tout est simple, tout est carré, droit. C'est une idée. Je suis charmé par l'idée. Bon, et moi je suis flatté, mais de voir ce que tu en pensais. Ouais. Mais non, c'est vrai que Kirikou suffit à lui-même. C'était juste la beauté, c'était attirant d'imaginer pouvoir reproposer cette même expérience sous un format différent. Quoi. Ouais, mais tu vois, la naissance qui a fait peur aux producteurs. On s'approche, on rentre dans la case, et l'enfant sort de sa maman, puis c'est tout. Ce que tu pourrais faire en manga avec ça, non. Ouais, la question est positive. Je me disais, voilà, niveau nudité. Bah, il aurait pu. Comment ça aurait ah oui, aujourd'hui, on n'aurait pas le droit de faire ça pour la télé. C'est ça. Enfin, pour la télé, pour l'édition. Et Kirikou sans zizi, c'est pas Kirikou. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi. J'avais tout à fait conscience de l'intérêt de montrer des petits enfants tout nus et des femmes habillées normalement avec un pagne et torse nu, parce que ça a été mon enfance saine, dans un milieu sain, avec des gens sains et bienveillants. Et pour les grandes fêtes, les femmes étaient très habillées, mais si on levait le sein, qu'on voyait le bras et qu'on voyait le sein par l'ouverture, on s'en foutait complètement. Et c'est ça qui était équilibré et favorable, et ça, je voulais le montrer. Mais c'est pas tout. Les animateurs et animatrices qui ont fait Kirikou, c'était la première et la dernière fois de leur vie
où ils avaient le droit de dessiner un humain complet. Et tout le monde a dessiné Kirikou et son zizi, a dessiné le zizi de Kirikou plus qu'il n'était nécessaire. Ils en rajoutaient, c'est-à-dire, j'avais fait dans le storyboard, j'avais fait habilement un léger 3/4 d'eau pour ne pas multiplier les visions du zizi, qui étaient très, très visibles. Hein, il était très visible. J'ai dû passer, après les dessins faits par les animateurs et les animatrices, avec une gomme, pour gommer tous les ici qui dépassaient et qui ne devaient pas être là. Mais c'était viscéral. Les gens avaient besoin de dessiner un être humain complet. Alors, c'était pas évident pour le récit, c'était pas nécessaire, c'était même pas pertinent peut-être de tout le temps le enfin, c'était très pertinent parce que je voulais que ce soit l'Afrique que j'ai connue et une époque qui était moins tendue qu'aujourd'hui, où quand même les petits-enfants restaient tout nus à la plage assez longtemps en nage. Ma mère allaitait mon petit frère sans se cacher, sans exhiber, mais sans se cacher, que ce soit en Afrique ou en Europe. Elle s'attendait à ce qu'on la respecte, on la respectait. J'ai entendu parler d'une amie d'amis qui allaitait son petit bébé dans une salle d'attente de bus aux États-Unis, et un flic, pistolet au poing, lui a dit « Allez faire ça aux toilettes ». Et ça, je ne veux pas, je voulais lutter contre ça. Voilà, donc c'est étonnant à quel point les dessinateurs avaient besoin de dessiner le sexe de Kirikou. C'était la première et la dernière fois de leur vie. Et il y a aussi le sexe féminin. Le sexe masculin a été accepté, mais pas le sexe féminin. Bon, j'ai fait tous les petits garçons, toutes les petites filles, et les petits garçons avaient un zizi, et les petites filles avaient une petite fente. Mais un truc qu'on ne voyait pas, quoi. Mais elles étaient complètes. Et un des producteurs ou des proches des producteurs a vu ça, il a paniqué. Enlevez-moi ce dessin tout de suite. Et des collaborateurs ont pris donc du retoucheur en blanc pour le cacher. Mais c'est horrible. Et des animateurs, on l'ont rajouté automatiquement, il n'y avait pas de raison. Et puis de toute façon, ça ne se voyait pas. Ils étaient à couleur brune, un petit trait noir, et elles bougent. Mais c'était pas. Mais ça aurait dénaturé l'œuvre de les couvrir systématiquement, ça aurait ajouté un. Il n'était pas question. Non, n'est pas question. Ouais, non, pas question, ouais. Tant mieux, tant mieux. Michel, je te remercie. J'ai encore un truc à te dire. Tu t'es fait piéger par ton adoration du manga, la vénération du trait noir sur une page blanche, une vénération que je partage avec toi. Mais tu veux parler de l'Afrique, et tant que tes personnages ne seront pas noirs, tu ne parleras pas de l'Afrique. Ton œuvre, pour l'instant, c'est des Incas il y a quelques siècles. C'est pas l'Afrique. Tant qu'ils ne seront pas noirs, ce ne seront pas des Noirs. Alors. Mais seulement, c'est pas dans l'orthodoxie japonaise. Est-ce que je peux... Je suis très content que tu aies relevé ça, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai longtemps pensé, réfléchi. Et c'est un autre style total, ça devient un peu... Là, la peinture rentre dans le système, et pas que le dessin. Et en fait, le choix que j'ai fait à ce moment-là, c'était dans le premier tome de ne pas les mettre en noir, parce qu'à la fin du premier tome, il y a une étrangère qui arrive. Et dans le tome 2, je colorise systématiquement mes personnages. Donc à partir du tome 2, tous mes personnages seront noirs.